Et j'ai mon compteur qui déconne. Allez. Bon, voilà, j'ai le truc qui plante. J'ai le... Bon, bref, générique, voilà. Tin, tin, tadadam, tout ça, voilà. Moi, j'étais en train de le chanter dans ma tête et tout. Chantez-vous-le dans la tête. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au show, l'émission qui n'a pas besoin d'autorisation pour regarder les films bien au chaud à la maison. Salut Thierry. Salut Thomas. Et salut chers auditeurs. Aujourd'hui encore une émission au chaud, une émission bien à l'abri. La semaine dernière Thierry, nous n'avions pas parlé des Nouveaux Mutants, Police, Poisson Sexe ou Les Trolls 2. Je sais que c'est triste. C'est quand même con qu'on ait raté Poisson Sexe. Oui, mais ce n'est que partie remise. Et cette semaine, nous ne parlerons pas de Mourir peut attendre, Pierre Lapin 2, Panique en ville ou Tout nous sourit. Attends, c'est Pierre Lapin 2 Panique en ville ou Panique en ville c'est un film à part? Non, c'est le même film. C'est le même film. Pierre Lapin 2 Panique en ville, mais attends, mais ça a l'air intriguant ça. Oui, mais on ne le verra pas puisque les fêtes cinéma sont fermées. Ah merde. À la place, nous allons parler d'une superbe plateforme de streaming, de VOD, SVOD, Mubi. Mais pour parler de cette plateforme fantastique et merveilleuse, ou pas, on va voir, c'est le débat du jour, nous ne sommes pas seuls Thierry. Tout à fait. Nous sommes accompagnés, comme d'habitude, de l'équipe, avec Hera. Salut. Yassa. Hein. Hello. Marwan également. Hola gringos. Et Ellie. Yo. Et avec nous, parce qu'on n'est jamais assez nombreux dans Claque et que moi j'adore faire du montage avec du multipiste. On a des invités aussi, des invités de marque. Et Sophie. Waouh, sont deux joyeux amis, super. Les rêves des années 80. That was brutal. On finira jamais à temps. Avec nous, la cinéphile Inès de Critique Film et Just Focus. Salut Inès. Salut. Bienvenue dans l'émission. Où es-tu confinée Inès ? Alors, je suis confinée, je pense, comme beaucoup de monde chez moi. Là, je suis officiellement en vacances. Officiellement en vacances et tu en profites. C'est ça, des vacances apprenantes, comme l'a dit notre cher ministre. Exact. Et autre invité également, non moins célèbre, le fameux David du réseau de podcast Plopcast. Salut à toi David. Et salut tout le monde. Je vais essayer de pas faire trop de jeux de mots pourris et vaseux comme. Non, mais vas-y, Pour pas moi je suis là. Pour perdre de temps. Non, mais il y aura au moins moi qui vais rigoler, donc tu peux y aller. Ah mais ça va, j'ai entendu ça tout à l'heure. Oui. Tu peux y aller, on a besoin d'un bêtisier pour la fin de l'émission. Oh bah avec moi, vous me prenez que ma voix et vous avez un bêtisier au final, hein, donc tout va bien. Oh. Je ne me dénigre pas, je trouve ça très flatteur. Cette semaine, nous allons parler de Mubi, plateforme de streaming qui a une particularité, c'est-à-dire qu'elle ne propose qu'une trentaine de films disponibles pendant un mois, un film par jour, une découverte, une pochette surprise, en quelque sorte. Est-ce que... Oui, c'est ça, c'est une pochette surprise pour cinéphiles. Est-ce que vous connaissiez Mubi avant l'émission ? Est-ce que vous l'utilisiez vous-même pour votre plaisir perso, en dehors de l'émission ? Inès, est-ce que tu étais abonné à Mubi avant ? Alors, pour ma part, oui, j'étais abonnée à Mubi, tout simplement parce qu'il y a quelques années, on avait une plateforme qui s'appelait Filmstruck et qui en fait proposait un certain nombre de films issus du catalogue Criterion. Donc c'était vraiment beaucoup de films issus du cinéma de patrimoine. Et ça a disparu. Donc je me suis un peu renseignée sur d'autres plateformes qui pourraient un petit peu compenser la perte de ce catalogue. Et je suis tombée sur Mubi, qui puise notamment partiellement dans le catalogue Criterion. Il y a un énorme catalogue. Donc je sais que Mubi, je crois qu'ils doivent avoir 5000 films, quelque chose comme ça. C'est assez énorme. Et donc j'étais abonnée jusqu'à maintenant. Donc ça m'a fait assez plaisir de pouvoir en parler avec vous. David, est-ce que tu connaissais Mubi ? Alors, quand on a fait le choix, donc sur votre Discord fabuleux, n'est-ce pas, je me souvenais pas en fait que je connaissais. Je m'étais déjà inscrit il y a quelque temps pour voir un court-métrage en fait, qui se trouvait que là-dessus, et voilà, quand je me suis inscrit, ben, j'avais mon adresse mail était dessus, étonnamment. Mais sinon, non, franchement, je me souvenais pas du tout, et je ne me serais pas rappelé que cette plateforme existait, parce que ce n'est pas du tout à la base le genre, disons, de film que je regarde habituellement, pour faire simple.
Bien qu'il y ait de tout sur Mubi. Il y a de tout, mais c'est quand même très pointu, quand même. Voilà, Mine de ouais, rien, c'est ça. On va dire que c'est exigeant. Je le suis pas beaucoup, c'est pour ça. Dans l'équipe, est-ce qu'il y a des abonnés à Mubi qui se sont abonnés avant même qu'on en parle aujourd'hui? Ouais, Ellie, ouais. moi ça faisait quelques semaines déjà quelques mois que j'étais abonné à Mubi. Bah, à la base, j'en ai entendu parler la première fois aussi, comme Inès, parce que j'étais abonné à Filmstruck quand ça existait encore. Oh, copain. Ouais, c'était la vie, c'était trop bien. Et du coup, après, quand ça a disparu, j'ai commencé à me renseigner sur d'autres plateformes, et puis dernièrement, je me suis mis à Mubi. C'est vraiment bien. Enfin, j'aime bien le fonctionnement d'avoir un film par jour qui change, et c'est très 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 varié en termes de contenu. Là, on l'a vu. Là, dans les 3 derniers jours, il y a eu des films indiens, un film d'animation japonaise et du français. Bon, c'est vraiment bien pour essayer de s'ouvrir culturellement, je trouve. Et de toutes les années, surtout. Oui, bien sûr, ouais. De toutes les années. Vous allez voir, dans la sélection, on a fait un grand écart temporaire. Assez impressionnant. Les autres dans l'équipe, vous connaissiez la plateforme un peu ou pas du tout? Ouais. Thierry? Ouais, moi j'en avais entendu parler. Forcément, en fait, quand tu traînes quand même beaucoup dans tous les milieux cinéphiles, t'as quand même tout le monde qui en parle parce que c'est très réputé dans le milieu. Donc forcément, après, même j'ai eu droit à énormément de pubs ciblées via les réseaux qui me disaient de prendre Mubi, quoi. Donc forcément, j'en avais entendu parler, je connaissais le concept, ça m'intéressait énormément. Sans connaître leur catalogue, je voyais les pubs passer, mais en plus, les films qu'ils mettaient en avant dans les publicités n'étaient pas ceux qu'ils mettaient sur la plateforme. Donc je pensais que c'était des choses un peu plus récentes. Finalement, j'étais assez surpris de voir leur catalogue, que je trouve assez surprenant, et je suis très content justement de faire ça, parce que ça change, et ça fait qu'en plus, on n'a pas tant de choix que ça, puisqu'on doit faire avec ce qu'il y a, et ça fait qu'on va vers des découvertes toujours intéressantes, quoi. Hera? Complètement d'accord avec Thierry. Moi aussi, je connais Mubi depuis pas mal d'années. Je voulais m'y inscrire quand j'étais plus jeune, mais j'étais en études et j'avais pas beaucoup de temps pour regarder des films. En tout cas, je prenais pas trop le temps pour ça. Et c'était l'époque où Mubi était à 5 € par mois, donc c'était quand même vraiment pas cher. Je crois que ça a même été moins cher au lancement. Là, ça a augmenté un petit peu, mais ça reste très très intéressant, et je rejoins Thierry sur la qualité du catalogue et sur le fait qu'il y ait pas, il y a pas assez de choix pour pouvoir hésiter très longtemps sur le film que tu vas regarder. Et c'est très appréciable parce que ça te permet en limitant les choix, de t'orienter vers des découvertes. Et là, j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir regarder des films sur Mubi. Ouais, ça évite de chercher pendant 3 heures comme sur Netflix. Moi, des fois, je passe ma soirée sur Netflix à chercher ce que je vais regarder, puis après, je regarde l'heure, je fais j'ai plus le temps, c'est dommage. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Je sais plus, on a entendu Marwan et Yassa qui sont très discrets. Moi, je suis discrète parce que je connaissais pas du tout. Donc tu découvres, toi, c'est la découverte ce soir. Voilà. Là, je et dois Marwan pas suffisamment traîner dans les cercles cinéphiles. Exactement, Et Marwan, ça faisait un mois qu'il nous disait vous savez, il y a Mubi, ils font des offres d'essai, n'est-ce pas Marwan? Mais oui, c'était trop bien. C'était 1 € par mois pendant 3 mois. Alors pour le coup, faut foncer. Là, c'est terminé. Mais je crois que c'est plus le cas, là, c'est fini. Ah non, c'est fini, ouais. Et j'ai découvert vraiment par surprise que j'étais abonné pendant peut-être 2-3 mois en 2015. C'était marqué, votre compte est inscrit depuis 2015. Et mais c'est vraiment génial. Pour moi, c'est la meilleure agence de voyage aujourd'hui. Parce que là, tu traverses l'Inde, le Chili, en quelques heures, et puis vraiment, c'est génial. Bien. Eh bien, mes enfants, l'avion est avancé. Vous êtes attendus porte 2 pour l'embarquement immédiat. On va commencer notre voyage très très divers. On a choisi parmi les films les plus récents sur la plateforme pour que vous puissiez, si vous faites l'offre d'essai ou si vous êtes déjà abonné, aller les voir le plus vite possible. Sauf peut-être un qui reste un peu plus longtemps, mais enfin qui était là depuis un peu plus longtemps. Mais on a choisi parmi les plus récents. On aura Southland Tales de Richard Kelly, Les Amants crucifiés du japonais Kenji Mizoguchi, un film italien Europe 51 de Roberto Rossellini, et enfin, il y a eu Quartier Libre, on a eu le choix, on a eu de l'animation japonaise avec Innocence, Ghost in the Shell 2, et le film indien La Maison et le Monde. On s'envole tout de suite pour la Californie. This is an epic Los Angeles crime saga. And you're researching your role? Yes, it takes place in the near future. Scientists are saying the future is going to be far more futuristic than they originally predicted. You're gonna have to wear a bulletproof vest. Let's talk about your film. What's it really about? Yes. They're listening. They're watching. Take him down. Really here. Don't look so scared, Mr. Centauros. The future is just like you imagine. Southland Tales de Richard Kelly, film américain de 2006.
un court-métrage de 2h25. Direct. Ben oui, parce que à Cannes, il y avait la version longue de 2h40, hein, je vous rappelle. Cannes 2006 en compétition. Avec au casting Dwayne Johnson et Sarah Michelle Gellar, ainsi que Sean William Scott. Si on m'avait dit qu'on parlerait aujourd'hui d'un film avec Dwayne Johnson, The Rock, je l'aurais pas cru quand même. Bah, surtout sur Mubi, quoi, parce que tu reviens, c'est une plateforme exigeante, avec du cinéma généralement de patrimoine très sérieux, et là tu dis un film avec Dwayne Johnson, oui, mais en même temps, il est très à contre-emploi aussi. Oui. Au casting, on trouve également Justin Timberlake et Christophe Lambert. Et oui. Qui se lance dans le résumé de ce film particulier. Thomas est en train de Bonne chance. Thomas est en train de lancer la grenade. Il veut bien l'attraper. Vous entendez bien que je me tais. Là, on n'entend plus personne. Là, les jeux de mots, il n'y en a plus. C'est compliqué. Hein. C'est hyper complexe, là, ce que tu nous demandes de faire. C'est pas un film, c'est expérimental, ce truc. Ouais, c'est ça. C'est en gros, c'est une version de la fin du monde racontée par Justin Timberlake du haut d'une tour Mirador. Et c'est l'histoire de Dwayne Johnson qui a disparu on ne sait pas pourquoi il disparaît un jour puis on le retrouve plus loin. Et puis il a une idée de scénario qu'il veut tourner parce qu'il est acteur. Il est acteur et en même temps, il est fiancé avec la fille d'un sénateur candidat à la présidentielle américaine. Et en même temps, il couche avec une actrice porno. Et en même temps, il a écrit un scénario de film dans lequel il veut tourner, où il joue un espèce de héros mentaliste qui voit les visions de la fin du monde. Et en fait, il y a des gens qui ont son scénario avant lui, et qui lui disent que le scénario qu'il a écrit va être vrai, que ça va vraiment se réaliser, qu'il va y avoir la fin du monde. Et du coup, on va assister à ce qui pourrait être la fin du monde ou pas. Et en même temps, il y a des néo-marxistes qui font des attentats et qui veulent perturber les élections. Et en même temps, il y a le Patriot Act qui a vraiment déconné, qui a pris des grosses ampleurs. Et en même temps, il y a plus d'essence et c'est la merde. Et en même temps, c'est quand même la Californie, il fait beau. Et en même temps, quand même beaucoup de trucs, non? Voilà. Foutraque. Pas assez. Faudra faire un résumé de ce que tu viens de dire. Attendez, j'applaudis parce que là c'était pas facile. Hein. Bravo. Je veux une version de 6 heures du film, s'il vous plaît. Alors, moi c'est ce qu'elle m'a paru, pourtant j'ai écourté la fin. Mais voilà, alors ceux qui l'ont vu, alors on commence par celui-là parce que certains l'ont vu là juste cet après-midi, juste avant l'émission, donc on peut en profiter, on peut en parler à chaud. Qui l'a vu juste à chaud là, comme ça? Moi déjà. Ah ben David, tiens, commence. Ton impression sur le film, dis-moi. Je disais foutraque. C'est au premier. Je pense qu'il faut le regarder une deuxième fois pour vraiment se faire mal, mais peut-être avec tout ce que tu viens de dire là, peut-être qu'on va mieux comprendre finalement ce qui se passe dans ce film. Non, il y a une logique, mais c'est placé d'une manière, je sais pas comment expliquer la structure du film en fait. C'est pour moi. C'est pas du tout un film classique. Ça non. Dans l'esprit, on est tout à fait d'accord. Le sujet a l'air hyper intéressant à la base, mais c'est fait d'une manière complètement décalée. Et puis les acteurs qui ont ces rôles-là, qui sont pas mauvais, hein, franchement. Moi, Dwayne Johnson, je trouve qu'il a peut-être le meilleur rôle de sa vie hein, dans ce film-là. Il est complètement à contre-emploi et il joue plutôt bien, voire même très bien. Je suis peut-être pas objectif, mais voilà. Mais l'histoire est incompréhensible, pour moi en tout cas, mon cerveau était pas connecté du tout avec, ça c'est certain. Mais alors j'ai ressenti moi dans ce film-là qu'il y avait une sorte d'approche un peu à la Verhoeven dans certains, un peu Robocop ou Starship Trooper dans le fait d'amener les news. Il y a beaucoup de news en fait, beaucoup de pubs qui apparaissent dans ce film-là. Ouais. Et puis c'est relativement haché. Mais tout le propos est haché en fait. Je sais pas, c'est très très bizarre. Même mon propos est haché en fait. Vous voyez ? Donc dans quel état ça me met ? À ce point-là. Ouais non, franchement, ce que t'as expliqué toi, j'ai mieux compris toi ce que t'as expliqué que le film, tu vois. Donc, ah ouais. Je sais pas. Donc tu recommandes un montage de 2 minutes 30 ? Ouais, ça me paraît bien. Quand tu disais un court-métrage, ouais, ça aurait été pas mal finalement. Non mais il y a des scènes vraiment qui pour moi sont là vraiment pour l'esthétique.
du style le clip, ça veut dire quelque chose aussi, mais le clip en gros, de Justin Timberlake qui se met à chanter complètement shooté, bon bah voilà, c'est un clip quoi. Ça veut dire peut-être quelque chose dans l'esprit du réalisateur, mais j'étais pas connecté avec du tout. Ça t'a quoi. perdu, c'est un film qui t'a perdu un peu. Marwan, toi qui viens de le voir là, juste 30 secondes avant d'enregistrer. Ah, bah pour le coup, c'est vraiment ça, 30 secondes. Et ouais, j'avais l'impression d'être sur MTV, et vraiment, à plusieurs moments, parce que par rapport à ce clip, par rapport à tous ces acteurs, à toutes ces blondes ou ces émissions de télé-réalité, c'est vraiment ça, j'ai l'impression qu'il y a eu ces années 2000 à 100%. Et mais après, ce qui est drôle, c'est que je trouve que le film était parfois visionnaire à sa manière. Dans le personnage de comment ça s'appelle, de Christy Now, et son plan de carrière. Et aussi, par contre, c'était très 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 puéril. J'ai l'impression des fois que c'était un gamin qui le réalisait. Ouais. Vraiment, par rapport aux mots, par rapport à des fois des blagues qu'on n'attendait pas venir, et c'était particulier. L'expérience était vraiment bizarre. Oui, là, c'est bizarre. Effectivement, c'est bizarre, comme tu le dis. Qui d'autre veut se lancer sur ce film, dites-moi? Hera avait utilisé un terme qui était assez intéressant dans la discussion écrite qu'on disait, c'est qu'elle disait que c'était un ado attardé. C'est ça. Richard Kelly. Je suis assez d'accord, là, c'est la version. En fait, il sort de Donnie Darko il aime bien s'intéresser à l'adolescence. Et c'est vrai qu'autant, dans un film, il parlait de l'adolescence torturée, et là, ouais, il parle de l'adolescence débile. En tout cas, c'est à peu près ce que j'en ai tiré. J'ai pas compris grand chose au film, très honnêtement. Et c'était c'était même compliqué à regarder. Je suis presque sûr qu'en le divisant selon ses chapitres, parce qu'il est divisé en chapitres, ça pourrait être intéressant de le voir comme tel pour même analyser chaque scène avant de les mettre bout à bout. Thierry. Mais en fait, je trouve que le film est ultra audacieux dans ce qu'il propose et le moment où il le propose, parce que le mec propose ça en second film, un truc que personne n'a capté, qui s'est fait bâcher par tous, et le mec avait pas justement encore même si Donnie Darko avait plutôt bien marché, qu'il a une belle réputation par rapport à ça, je trouve que le mec a une sacrée paire de baloches de faire un suicide artistique comme ça, quoi, en plein milieu, en mode vas-y, je balance mon film lynchien à souhait, et tu captes pas, quoi. Bon, moi j'ai pas capté, mais suicide artistique, oui, tu crois pas si bien dire, En effet, c'est un film dans la catégorie sur Mubi, qui est dans la catégorie sublimes échecs, donc les films qui ont bien floppé à leur sortie. Selon IMDb, c'est un film qui a pris 1,1 sur 5 dans les films à Cannes à 2006 d'après la critique. C'est une belle note. Qui était la plus mauvaise note de tout. Mais bon, ça a été mal reçu à la sortie. Mais le box-office est tout aussi parlant, puisque c'est un film qui a eu un budget de 17 millions de dollars et qui a rapporté en recettes mondiales 375 000 dollars. Voilà. Ah, c'est de l'horreur. Ah ouais. En fait. Ah, le bouche à oreille, il a éclaté, quoi. Ouais. Ça pique un peu, ouais. Alors, si je peux me permettre, ça s'explique aussi puisque la réception cannoise a été calamiteuse. Et si je me souviens bien, par exemple en France, il n'a pas du tout été exploité en salle. Ah, mais parce qu'il s'est banané aux États-Unis d'abord. Hein, mais il a fait 270 000 dollars aux États-Unis, ouais. Un truc comme ça. À Cannes aussi, il faut dire qu'à Cannes, il était pas content de son montage et le Festival de Cannes a insisté pour qu'il le présente. Donc, il avait un film de 2h40 avec des effets spéciaux pas finis. Donc vous l'avez vu version finale, hein. Donc imaginez les mecs à Cannes qui se sont pris ça en pas fini. J'ai l'impression que t'es toujours pas fini, hein, mais... Ouais, ça c'est une impression aussi. Quelqu'un pour sauver ce film, s'il vous plaît. Quelqu'un l'a apprécié, j'ai cru comprendre. Moi. Inès. Moi, j'ai vraiment été fascinée en fait, par cette espèce de ballet d'images hyper chaotique. Faut savoir qu'en ce moment, je suis je suis vraiment dans ma période de cinéma hongkongais. Forcément, ça m'a vraiment fait penser à tous ces films de Choi Ark qui sont dans la démesure. C'est un spectacle d'images et qui ne mise absolument pas sur le scénario. L'intrigue, le récit passe, oui, mais en même temps, c'est aussi un parti pris. Un film ne se réduit pas que par sa structure scénaristique. Quoique, moi, je trouve qu'il mise beaucoup trop sur le scénario. Mais... C'est ce que j'allais dire, Thomas. J'ai l'impression que ça se veut plus intellectuel que ça ne l'est, en fait. C'est ça, moi j'ai l'impression que c'est un film de petit malin qui a mis justement volontairement un gros scénario avec plein de pistes pour t'endormir sous le scénario. Alors, petit malin, je sais pas, je n'irai pas dans le procès d'intention, j'essaye souvent d'éviter ça. Richard Kelly, c'est quelqu'un qui a été quand même dépassé par la réhabilitation aussi de Donnie Darko, parce qu'il me semble pas qu'il ait eu un gros succès
au cinéma que c'était un succès vidéo, mais il me semblait pas qu'au cinéma il ait été si Non, au annulé que ça. cinéma, il s'était méchamment planté, et c'est vrai que ça a été un succès C'est vidéo, ça. mais même malgré tout, enfin, juste en termes de chiffrage, en termes de succès réel, ça a pas été fou. Le film a même pas doublé son budget, donc c'est pas non plus le succès du siècle. Il y a un gros succès d'estime, mais pas un gros succès tout court, quoi. Ouais, donc c'est une carrière quand même assez étrange qui est construite par réhabilitation. Et c'est vrai que, en tout cas pour Southland Tales, j'y suis allée en l'ayant un peu oublié, je l'ai vu il y a extrêmement longtemps. Et finalement, j'ai par exemple trouvé que l'un des points forts du film, c'était notamment ses personnages. La manière en fait dont les personnages qu'on perçoit au début comme des archétypes, on a quand même une sorte de Britney Spears ultra bimbo, on a le bodyguard testostéroné. Ce que j'ai notamment apprécié, et je vais rebondir sur ce qu'a dit David sur l'interprétation des acteurs, c'est que il y avait quand même un effort et une finesse dans la manière dont les personnages en fait passent d'archétypes à des personnages à part entière. Finalement, le personnage de Sarah Michelle Gellar, c'est une sorte c'est une Britney Spears qui est ultra politisée et elle se sert notamment de ça pour faire passer finalement toute une idéologie politique. Dwayne Johnson, c'est un personnage qui va devoir prendre en charge son propre destin et finalement à la fin le destin de toute une humanité. Il y a toute une galerie de personnages qui gravitent autour que j'ai trouvé extrêmement sympathiques. En sortant du film, ils m'ont profondément marqué et ce que j'ai notamment aimé, c'est la manière dont Richard Kelly accompagne ses personnages avec une bienveillance. Et je trouve que ça se sentait. C'est pour ça que le côté petit malin, je sais pas, puisqu'il y a quand même ces personnages qui sont les pivots de ce récit, qui sont traités avec un certain égard. Par ailleurs, moi, ça m'a permis de me replonger aussi dans ces années 2000. Et je trouve que c'est quand même, je pense, le film taille le plus, basse. c'est ça, mais pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était un film témoignage d'une époque, qu'elle soit belle ou pas belle esthétiquement, c'était aussi ça les années 2000. Un film qui est très marqué dans son époque. Il y a ça ? Comment mettre mes idées en place Non, alors je vais commencer par dire que j'avais bien aimé le début, c'est-à-dire que j'étais plutôt satisfaite et assez embarquée dans l'histoire, me rendant bien compte que c'était quand même assez perché, qu'il y aurait des incohérences et qu'il fallait pas forcément s'y attarder tout de suite et que ça viendrait un peu plus tard dans le dénouement, etc. Et puis il y a cet aspect comique qui est quand même assez prédominant parce que c'est assez mis en place par les personnages de Dwayne Johnson et de Sarah Michelle Gellar. Mais à la fois, c'est que très vite, je me rends compte qu'il y a des tentatives de réflexion. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à parler de l'intervention de l'émotion dans la prise de décision, qui est une branche assez récente des neurosciences, etc. Où à un moment donné, on a une citation qui dit que le New York Times a dit que Dieu est mort. Alors on voit bien d'où vient la citation, etc. Donc il y a des tentatives comme ça de faire réfléchir. Et du coup, j'étais partie sur un film drôle qui ressemblerait un petit peu à un Cloud Atlas ou un Looper ou quelque chose comme ça. On parle aussi de physique quantique à un moment donné. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont jetées comme ça un petit peu en pâture aux spectateurs. Et sauf que au bout d'une heure, je commençais à fatiguer en fait. Parce que j'essayais tellement de reconnecter tout ce qui était présenté. Il y a beaucoup de scènes, oui, c'est un film, mais je veux dire, il y a beaucoup d'emplacements, de lieux, de changements de lieux, de personnages. Parfois, on n'a pas le temps de suivre une intrigue jusqu'au bout, elle est coupée par une autre. C'est assez erratique, si je puis me permettre, Héra. Et en fait, je ne saurais dire si c'est la curiosité et l'envie de voir le dénouement de cette histoire, de comprendre, qui m'a poussée à le terminer, ou les personnages qui sont tout de même assez attachants parce que j'ai envie de voir jusqu'où ils vont aller. Mais j'ai réussi à le terminer, ce qui n'aurait pas été le cas, je pense, d'un autre film dans d'autres circonstances, mais je sais pas pourquoi. J'ai quand même eu envie de le terminer parce que malgré ce que je ressentais dans la deuxième moitié du film, il m'a quand même plu. Je ne suis pas mécontente de l'avoir vu. Voilà. On a déjà explosé le conducteur et Ellie n'a toujours pas parlé. À toi, Ellie.
Non, en vrai, je vais pas faire très très long parce que bah mon avis a plutôt été résumé déjà par Inès parce que je pense qu'on est les deux à avoir été le plus fascinés et admiratifs par le film. Moi, j'ai trouvé ça aussi vraiment incroyable. Je trouve que c'est un film qui est, Marwan le disait, c'est visionnaire et moi je suis complètement d'accord avec ça. C'est un film qui a à la fois très très bien compris son époque, les enjeux de son époque, mais qui a complètement préfiguré tout ce qu'on connaît aujourd'hui parce que le film c'est quand même la société des écrans fois 1000. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'écrans à disposition, on passe notre vie à regarder des écrans tout le temps, à être soumis à ça, à des informations qui sont vraies, qui sont fausses. On est en permanence confronté à ça, et le film le montre déjà très très bien, avec en plus tout un fond politique qui est pas mal lié aux États-Unis sur la question de la sécurité intérieure, etc. Et bon, quand on voit le contexte actuel avec Trump et il y a plus tard qu'il y a 4 mois une menace de guerre avec l'Iran, bah une guerre nucléaire, on se dit que bah il avait peut-être pas si mal anticipé ce qui pouvait arriver rapidement d'un point de vue géopolitique. C'était surtout déjà le cas en fait. Petit Richard Kelly quoi. Oui, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas, mais quand on voit les réactions encore aujourd'hui, tu te dis que c'est en 15 ans la situation a pas changé et c'est assez intéressant et un peu flippant aussi quand même. Mais non mais ouais, et puis bah après il y a tout un mélange, ça parlait de lynchien, évidemment le mec ramène même Rebecca Del Rio qui est la nana de la scène du nightclub dans Mulholland Drive. Elle arrive et chante l'hymne américain, mais moi j'étais au plafond là, à ce moment-là, enfin c'était c'est très bien fait d'ailleurs, c'est très très belle chanson. C'est incroyable, ouais, j'étais trop heureux. Et puis pareil, ça parle d'Hollywood en plus, donc forcément on pense à Mulholland Drive encore une fois, mais aussi à tous les films noirs qui ont pu traiter de ça, Sunset Boulevard. Il parle aussi de Kiss Me Deadly, qui arrive plusieurs fois en fond dans l'image, qui est un film qui traitait déjà de l'impact du nucléaire dans les années 50. Enfin, je pense que c'est un film c'est un gros fourre-tout. C'est assez bordélique, mais en fait, moi, je me suis laissé porter et j'avoue que l'expression balai d'image d'Inès correspond parfaitement à mon ressenti en fait. C'était vraiment une comédie musicale mais chaotique devant mes yeux et c'était assez jouissif à regarder. Toi, Hera, nous qui l'avons vu ensemble, enfin en partie ensemble, vas-y. Eh oui, on s'est rattrapés ensemble. Moi, je l'avais déjà vu il y a 10 ans et j'ai pas eu du tout la même lecture en le revoyant avec Thomas. Ce qui fait qu'il y a 10 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'était mindfuck complet, je comprenais rien. Et entre-temps, j'ai lu quelques critiques, je me suis intéressée un peu au film. Et puis surtout, depuis, j'ai vu du Lynch. Et j'avais pas encore connu, il y a 10 ans, j'avais pas encore maté toute la filmo de Lynch. Et maintenant, c'est fait. Et du coup, je comprends mieux ce qu'a voulu faire Richard Kelly. Et je pense que j'ai la sensation qu'il a beaucoup de passion et qu'il a voulu mettre plein de choses dedans. Donc il adore la politique, il adore du coup parler d'apocalypse, il adore parler des interactions entre différents groupes de gens, il adore parler d'Hollywood, il adore parler de comment le monde des écrans, comme vous le disiez, prend possession un peu de l'humain maintenant et comment est-ce que l'apparence et là c'est en Californie, Los Angeles, comment est-ce que le rapport à soi et le rapport au m'as-tu vu un peu prend de la place. Hera, ouais. Éloigne-toi un peu de ton micro, tu souffles dans ton micro. En fait. Ah merde. Est-ce que là c'est mieux? Ouais, c'est bien, c'est nickel. Ok. Donc là, Richard Kelly, ouais, il y a une espèce de sensation qu'il a voulu faire un melting pot de plein de sujets dont il voulait parler et qu'il aimait, ce qui rend un résultat, comme on le disait, très confus. Mais en fait, ça va si on se laisse porter. Et je fais un parallèle avec Lynch, pas pour rien, parce que Lynch, c'est un peu la même chose. Si tu n'acceptes pas du Lynch quand tu commences à le regarder, bah t'es foutu. Tu pourras jamais apprécier, tu pourras jamais passer un bon moment. Tu vas passer ton temps à dire, mais ça a aucun sens ce qu'il essaie de me raconter. Mais il a une aura que Richard Kelly n'avait pas à l'époque et n'a peut-être pas encore maintenant. Du coup, son style peut pas encore être reconnu comme étant un peu, entre guillemets, lynchien. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir en le revoyant cette deuxième fois, justement en me laissant porter par des histoires apocalyptiques comme ça et en voyant en fait, il veut présenter un peu son univers aussi. Et ça, j'ai trouvé que c'était au final beau à voir et assez hypnotique. Mais moi, j'étais pas dans les mêmes circonstances. Je t'avoue que ça n'a pas marqué. Thierry, oui. Non, vas-y, parce que donne plutôt ton avis, je rebondirai après sur ce que vient de dire Hera. J'ai pas accroché du tout. Dès le début, j'ai eu la voix de Justin Timberlake qui en fait des caisses, avec une voix super grave, tout un film que ça se prenait hyper au sérieux. Alors j'ai vu que j'ai commencé par celui-là parce qu'il était marqué comédie dans Mubi. En fait, j'ai compris pourquoi. C'est parce que c'est que des acteurs de seconde zone qui surjouent tout le temps. Alors peut-être que les mecs de Mubi ont cru que c'était une comédie. Et j'ai absolument pas accroché. Je trouve que c'est vulgaire, que c'est écrit par un ado, effectivement attardé, qu'il y a 36 000 références et que forcément il est peut-être en avance sur certains trucs parce qu'à force de mettre les choses au hasard, peut-être qu'il y a des trucs qui passent. Je trouve que c'est très vulgaire par moments parce qu'il y a entre toutes les femmes qui veulent sucer la bite du héros ou la scène de sexe entre deux 4x4, bon.
enfin entre deux voitures. C'est magnifique cette scène-là. Attends. Oui, ça pour le coup, cette scène-là, je la défends parce qu'on retrouve le côté, comme disait David tout à l'heure, le côté Verhoeven. Là, tu le sens à fond les ballons. Ouais, en gros, j'ai rien accroché du tout. J'ai tenu autant que j'ai pu. Au bout d'une heure, j'en pouvais plus. J'ai appelé Hera pour qu'on voit le film. J'ai fait une pause. Et Hera allait le voir, donc on a fini le film ensemble à distance en parlant parce que j'aurais pas pu finir le film. En plus, tout le monde joue mal, mais ça, je l'ai déjà dit. En fait, je n'ai absolument pas accroché à ce film. Voilà. Après, attention, je dis pas que tout est mauvais. La musique est plutôt sympa. C'est Moby qui s'est occupé de la musique, qui était dans le top de la hype à l'époque. Donc on est toujours dans l'instantané de l'époque. Je trouve que c'est pas très visionnaire parce que ça reprend des trucs. La perte de l'essence, c'est une peur qu'on avait. L'hypersécurité, il y avait le Patriot Act signé en 2001. Enfin, ouais, on a 2001 qui est là, qui plane là-dessus. Donc c'est un bel instantané de l'époque. Mais après, ouais, je trouve que ça marche pas toujours. Je trouve que la musique est pas toujours là au bon endroit. Mais je trouve qu'elle arrive très tard, les musiques. Je sais pas si t'as ressenti la même chose. Des fois, il y a des musiques un peu planantes, un peu sympas, genre comme un film de SF comme Blade Runner par exemple, mais sur des passages qui sont absolument pas raccord, contemplatifs ou raccord. C'est ça. La musique n'est pas raccord avec ce qui se passe, et c'est dommage. Après, il y a les scènes de clip. Moi, je trouve que le clip est sympa aussi. Puis après, il y a des petites séquences qui m'intéressent. Le clip, je le trouve marrant. Il y a un moment avec un miroir asynchrone. Il y a un héros. Il est face à son miroir, c'est asynchrone. Ça, je trouve ça sympa aussi. Je trouve qu'il y a des petites idées, mais perdu au milieu d'un truc foutraque qui m'a complètement sorti du film, et pour moi ça a été très difficile. Merci Thomas d'avoir utilisé mon mot foutraque, ça me donne un peu de prestance et d'intelligence, merci. Ça aura des droits d'auteur, c'est bien. Du coup, je voulais rebondir vite fait sur ce que disait Hera par rapport justement au côté chien aussi, enfin qu'on a de coup à peu près tous abordé du gars. Et Hera, quand tu disais qu'en fait là pour l'instant le problème qu'il a eu Richard Kelly, c'est qu'il a pas eu le temps d'affirmer sa patte, et ce qui a fait que du coup les gens ne sachant pas à quoi s'attendre ne pouvaient pas forcément comprendre un cinéaste, alors que Lynch, tu sais que ça va être un joyeux bordel et qu'il faut se laisser porter. Alors je suis assez d'accord avec ça, et moi c'est vrai que ça m'attriste un petit peu. Parce que autant j'ai pas apprécié le film, autant ça m'intrigue toujours des cinéastes qui font ça. Tu vois, j'ai beau pas aimer des gars comme Perejatko, comme enfin tous ces gars qui font du cinéma qui est très très singulier, très barré. Même Lynch des fois, enfin bon ça va beaucoup mieux, mais à l'époque j'avais beaucoup de mal. Mais ça m'intrigue énormément et je serais toujours très curieux à l'idée de savoir ce que ces mecs font. Et Richard Kelly, en fait, justement, je pense qu'on a tellement rejeté justement son envie d'avoir une patte que du coup il s'est auto-censuré, parce que son métrage suivant, The Box, alors, il est plutôt pas mal, mais c'est vrai que même si tu retrouves ses obsessions, tu retrouves aucunement sa mise en scène. C'est beaucoup plus aseptisé, beaucoup plus plat, beaucoup plus académique, et on perd énormément de ce qu'il y avait là, de cette folie, et son prochain film, ça va être un biopic. Alors, je sais pas si ça va être un biopic très standardisé, mais il y a des chances, quoi. Et vu que The Box, de toute façon, n'a pas marché non plus et s'est pris un four, il y a de fortes chances que soit il fasse comme Lynch, il fasse quelques films de commande et qu'il arrive, enfin, comme il a fait avec Elephant Man et tout ça, et qu'il arrive à récupérer une pérennité qui va lui permettre de faire un délire, soit c'est un cinéaste un peu fou qu'on a perdu, et qu'on l'apprécie ou pas, ça fait quand même plaisir de voir des cinéastes un peu tarés qui osent faire des choses, quoi. T'as bien raison. Voilà. Une belle tentative. Le film Sunshine Tales parlait de faille temporelle. Là, cette faille temporelle nous envoie en 1954 au Japon. 何のために頼んだんだよ。岡崎におります私の叔父が浪人の暮らしに辛抱ができず借金に苦しめられ腹吹きあんならんと言いますので、それで私が萌平さんにお頼みしたんでございます。はあ、お前ら密していたんやな。いえ、そんなただ中の者がこんな大切なことをするか。旦那様。 Les amants crucifiés, Kenshi Kamatsu Monogatari de Kenji Mizoguchi, film japonais d'1h40 de 1954, restauré par Kadokawa, en sélection officielle à Cannes 1955. Quasiment tous les films qu'on a présentés sauf un ont été sélectionnés à Cannes. Kenji Mizoguchi, réalisateur de plus de 200 films, à qui la plateforme Mubi consacre un coup de projecteur en projetant 8 de ses films sur une période de 3 mois. Ici, Les Amants Crucifiés, l'histoire d'une fuite entre un jeune imprimeur et la femme de son patron qui les accuse à tort d'adultère et qui veut les faire condamner pour ce crime dont ils pensent avoir été victimes. Je vous cache pas, c'est un drame. Avez-vous été touché par le charme nippon Samurai Thierry?
Hajime. Alors, allez, moi j'ai été totalement charmé. Ça a mis un petit peu de temps quand même. Il a fallu que je le mate limite en 2 fois parce que c'est quand même un rythme qui est assez particulier et c'est un rythme voilà avec lequel j'ai du mal. C'est pas bien d'avoir du mal avec ce genre de rythme, bien au contraire, mais je m'attendais pas à ça et j'étais peut-être pas forcément dans l'humeur de voir quelque chose qui justement est très lent, très contemplatif sur l'instant T. Mais une fois que je te plonge dedans, c'est génial. Ce qui est génial, c'est le propos politique qui est quand même très 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 fort. Ça nous plonge, donc c'est le Japon du XVIIe siècle. Et bon, c'était quand même des coutumes qui étaient assez barbares parce que quand tu faisais de l'adultère à cette époque, t'étais crucifié. Hein, je veux dire, ça déconne pas. Et c'est vrai que on est quand même encore dans le Japon des années 50 et Mizoguchi va critiquer ça très frontalement et en utilisant justement des méthodes très subtiles en fait pour pouvoir faire passer son message. Et ça, j'ai trouvé ça assez brillant. Et la manière dont il va mettre ça en scène, enfin c'est magnifique. La copie est merveilleuse. La restauration qu'ils ont faite, c'est le grain de l'image était parfait. Enfin, c'était on pourra développer, je pense, derrière sur le sujet, mais en tout cas, le ressenti tel quel, c'était assez poignant. Et à la fin, quand je me dis putain, c'est oser aborder des sujets pareils à cette époque-là, bah, c'était quand même très prononcé. Ça fait plaisir de voir du cinéma très engagé des années 50. Inès, je sais que tu ne taris pas d'éloges sur Mizoguchi. Ah oui, pour le coup, ce que je disais, je serais difficilement objective, bon, à savoir que c'est quand même très difficile de contester, je pense, la qualité des films de la dernière décennie de Mizoguchi. Oui, non, je précisais, alors je ne l'ai pas précisé, mais effectivement, les 8 films mis en avant font partie des derniers films de Mizoguchi. C'est ça. C'est-à-dire qu'en Occident, on a quand même une vision assez biaisée de sa filmographie et on a tendance à la réduire en fait sur sa dernière décennie. Il faut savoir que la fréquence au Japon, pendant très longtemps, et notamment pour Mizoguchi, c'était de faire au moins 4 films par an. Donc je vous laisse imaginer en fait toute l'étendue des films et de sa filmographie. Et c'est vrai que cette dernière décennie, elle est assez marquée par la grâce parce que pour moi, quand on regarde un film comme Les Amants crucifiés, c'est vraiment des films qui sont de l'ordre de l'évidence, savoir aussi bien formellement qu'au niveau de la manière dont le scénario est construit. À savoir que donc moi je l'ai revu pour la 3e fois. C'est un peu étrange parce que ça fait 3 fois que je le vois en moins d'un an. Et à chaque fois, j'ai l'impression d'être toujours émerveillée face à cette histoire. C'est une histoire quand même, c'est une passion, c'est une histoire de désir. C'est une passion qui est inscrite dans une lutte des classes. Et c'est vrai que Thierry a eu raison de préciser. Mizoguchi, ce n'est pas qu'un cinéaste des femmes, c'est un cinéaste en fait qui met le féminin au cœur de ses enjeux politiques. Mais c'est un cinéaste qui est extrêmement dérévolté et qui est notamment j'ai beaucoup révolté contre les injustices de son temps. C'était quelqu'un de très engagé. Et quand on regarde un film comme Les Amants crucifiés, ça se sent, ça transparaît. C'est pas juste un mélodrame, c'est vraiment un mélodrame politique. C'est aussi un mélodrame qui est porté par des personnages, moi je trouve, mais bouleversants. Je pense notamment à ce duo d'acteurs dont Kyoko Kagawa, qui est une grande actrice japonaise et qui je trouve bouleversante. Elle incarne en fait une épouse qui est qu'on a l'impression comme soumise, mais qui en fait est jamais résignée et qui va finir par se soulever contre l'ordre établi. Et j'avoue que Les Amants crucifiés, je trouve que c'est un film mais vraiment bouleversant. Et j'aurais du mal à rationaliser mes propos à ce niveau-là parce que c'est vraiment l'émotion, mais je trouve la plus pure qu'on puisse vivre dans une expérience de cinéma. Une expérience de cinéma. Quelqu'un qui aime les expériences? David, l'homme des expériences. Oui, tout est expérimental pour moi, sur Mubi. Alors, non, franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un film en noir et blanc de très ancien. C'est pas le genre de film que je regarde habituellement, hein, tout simplement. Je suis très film popcorn, désolé pour vous, hein, c'est pas du tout... Voilà, on joue pas dans la même catégorie, on va dire, mais il y a aucun mal et tu ne desserres pas la cause cinéphile, tu as tout à fait le droit d'aimer les films popcorn et de les adorer plus qu'autre chose. Merci Thierry de me réhabiliter. Non, je disais vraiment, en plus, juste pour dire, les 2 films en noir et blanc qu'on a vus là, dont on va parler de l'autre après, mais j'ai adoré quoi les 2. Mais celui-là, effectivement, déjà bon, il est très ancré dans son époque. Et je trouve que le propos, comme disait Inès, est super important et le jeu d'acteur met beaucoup de passion en fait dans l'histoire, oui, mais dans leur jeu. Donc on sent que c'est quelque chose qui est très incarné et leur rôle c'est un peu eux en fait. Quand on regarde ce film-là, et enfin moi je l'ai ressenti comme ça et j'ai trouvé que c'était un film effectivement bouleversant.
d'une tendresse en plus, même si le propos est quand même pas simple. Le propos est simple dans la manière de le raconter. C'est comme tu disais, Inès, c'est quelque chose de c'est pas cousu de fil blanc, mais on voit vraiment où il veut aller et ce qu'il va faire, et ce qu'il va raconter, le réalisateur. Mais c'est simple dans la manière de le ressentir. On prend vraiment tout est voilà, il y a pas besoin de se torturer l'esprit comme avec Southland Tales, quoi. Voilà, c'est là, c'est devant nous, c'est propre, c'est clair, c'est net, et on comprend tout. Et même moi, ce que j'ai trouvé assez amusant aussi dans ce film-là, c'est on sent qu'il y a des choses qui ont été faites en studio. Je sais pas si beaucoup de tout n'a été fait en studio ou pas. Je sais pas du tout comment ils tournaient ces films. Voilà, mais il y a une partie, on sent qu'il y a une partie qui a été faite en studio, et on entend la résonance des voix. Comme voilà, j'avais l'impression que même quand avec ce détail-là, ça gâche pas du tout la compréhension et le fait de prendre vraiment l'histoire, malgré le rythme contemplatif qu'avait ressenti Thierry, et qui je trouve est très important dans ce film-là. Il y a des scènes, les gens on voit que les personnages sont un peu distants, ou s'éloignent l'un de l'autre, ils se parlent pas, ils vont se dire une phrase, et puis il y a un plan qui va durer 10, 15, 20 secondes où ils ne se parlent pas. Et je trouve que c'est assez troublant, parce que dans le cinéma actuel, ça mitraille dans tous les sens. C'est quand même rare d'avoir des films où on prend le temps d'analyser un sentiment, finalement. Et là, en tout cas, c'est le cas dans ce film-là. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. J'avoue que voilà, je suis prêt à regarder d'autres films de ce réalisateur-là sans problème, quoi. Ellie ? David, si tu te dis que tu as envie de regarder des films, fonce, hein, parce que vraiment, moi je suis encore néophyte sur le réel, mais j'ai adoré tout ce que j'ai vu, et là ça a pas manqué. J'ai trouvé le film assez incroyable. Il y a beaucoup trop de choses à dire. On a déjà évoqué pas mal sur le côté, bien sûr, le fond politique, social. C'est très 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 touchant. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un cinéaste de l'humain. Il va vraiment essayer de montrer différentes facettes des aspects négatifs comme des positifs. Et surtout, j'ai l'impression qu'il arrive toujours à tout filmer avec une sorte de délicatesse, une simplicité, alors qu'en même temps il raconte des choses très très dures, très très fortes. Et cette espèce de contraste est très très puissant d'un point de vue émotionnel. C'est exactement ce que je voulais dire, Ellie, mais tu le dis beaucoup mieux que moi. Voilà. Non, mais moi, c'est techniquement irréprochable, en fait. C'est-à-dire que narrativement parlant, on est sur une fluidité, mais ça coule tout seul, le film. Il y a aucun moment acheté, tout est fluide, lisse, et il y a rien à redire. Et en même temps, on a des plans, mais d'une virtuosité, d'une beauté, mais sans nom. C'est un truc que je dis sur Twitter, mais pour moi, on pourrait mettre tous les plans du film dans un musée. Ça serait pas choquant, en fait. C'est magnifique. Entièrement d'accord. le plan sur les deux croix, rien que le moment où ils sont sur la barque, mais on touche à la grâce à un moment, en fait, d'un point de vue cinématographique, et c'est bouleversant de voir ça. C'est que le troisième que je vois de ce réalisateur, et je vais commencer à devenir comme Inès. Je ne tarie déjà plus d'éloges à son sujet, quoi. C'est beau, c'est le cinéma que j'aime et que j'ai envie de voir et de découvrir à l'infini. On ne tarit pas d'éloges à son sujet, c'est Yassa. Tout ce que j'ai à dire, j'ai pas grand chose à dire sur ce film, si ce n'est qu'il est beau. L'esthétique est belle, l'histoire est belle, les interactions sont belles. C'est un film qui n'est pas compliqué, mais qui est complexe. C'est-à-dire que il y a une histoire qui va se dérouler, qui va être racontée, et cette histoire, justement, à la fois, elle permet aux gens de s'identifier tout en ne l'ayant pas vécu. Et je pense que c'est ça la force d'une bonne histoire. Il y a absolument rien à jeter dans ça. Voilà, franchement, ma critique est très courte là, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, il y a un bruit derrière toi, Yassa. C'est les applaudissements. Je peux pas faire autrement. Ah oui, c'est 20h, c'est les applaudissements. Yes. Là pour le coup, c'est. Ah, les Français sont formidables. À 20h, ils applaudissent, et à 20h10, ils mettent un mot sur la porte des infirmiers pour leur dire de quitter l'immeuble. C'est très beau. Juste pour réagir sur ce que vient de dire Yassa, parce que c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, sur le fait qu'elle dit qu'on est immergé dans une époque, et je suis complètement d'accord. Et pour moi, ce qui fait beaucoup, c'est tout le jeu de Mizoguchi sur la profondeur de champ, et ça, c'est dans tous ses films. C'est vrai. Et en fait, il arrive à créer un effet où tout ce qu'on voit est utile pour nos yeux, en fait, et on a l'impression que tout est vivant. C'est vraiment un spectacle de la vie qu'on a devant nous, et c'est assez fou, je trouve. Et j'ai vraiment l'impression qu'il joue de son format, de son 4 tiers, cette idée qu'on peut vraiment, à travers
grosso merdo, un carré, bah, jouer avec la profondeur, jouer avec la composition, et dans ça, il était vraiment fascinant. Pareil, chaque plan me donnait des étoiles dans les yeux, et il saisissait constamment le sujet de son époque et le sujet qui finalement continue à vivre dans la société japonaise, c'est celle de l'hypocrisie et de l'honneur. Et c'est c'est vraiment les thèmes qui portent le film et qui donnent une certaine universalité à son sujet. Et ouais, et les acteurs sont merveilleux, il y a vraiment un amour fou pour le kabuki, donc c'est le théâtre japonais, avec sa manière de traiter la musique avec des instruments, pour sous-tendre le rythme et les tensions, et c'est vraiment incroyable. Donc j'ai été fasciné. Marwan, tu parlais justement de l'honneur, et c'est quand même un gros choc pour les Japonais de montrer un film où les personnages agissent de manière totalement individualiste et égoïste, parce que justement ils mettent très très en avant ce sens de l'honneur et de la réputation qu'ils ont, surtout à l'époque Edo, quoi. Le héros a pas de bol quand même, c'est un gars qui est plutôt honnête dans l'ensemble. Bon, il fait un truc pour arranger quelqu'un, mais après il est très honnête. Et c'est son honneur et c'est son honnêteté qui va le perdre, je n'en dis pas plus. Il le fait un peu à reculons au départ quand même. Oui, donc, effectivement, d'accord. Il est très... Non mais c'est vrai qu'il est très carré. Sur le thème de l'honneur aussi, j'en profite, je fais une petite reco, c'est pas prévu, je vous recommande un petit film dont j'ai jamais parlé sur Claque, c'était Harakiri de Masaki Kobayashi. Voilà, je n'en ai jamais parlé. Absolument jamais. Voilà. Jamais. Grand Prix du jury à Cannes, lui il a eu un prix, monsieur. Bon bref. Calmez-vous. J'adore ce film, Les Amants Crucifiés, je vais pas en dire plus. Est-ce que j'ai oublié quelques... Moi j'ai pas parlé... Hera. Mais j'ai pas beaucoup de choses en fait à rajouter en plus de ce que vous venez de dire. Je rebondirai surtout sur le fait que plus que la mise en scène et plus que la mise en scène et toute la réalisation en fait qui est fantastique, ce qui m'a encore plus transcendé dans ce film, c'est vraiment cette plongée dans le Japon. Et nous on le voit en tant qu'occidentaux, donc ce qui est quand même rien à voir par rapport à un visionnage qui serait fait par une personne qui vit dans la culture japonaise, qui est immergée dedans. Mais nous, même si on la connaît un petit peu, qu'on la tâtonne, il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles, notamment au niveau du sens de l'honneur, au niveau du sens du sacrifice, et ce rapport-là aux gens qui se font harakiri parce qu'il y a eu un mot plus haut que l'autre de prononcer sur eux. Enfin, ça semble complètement improbable, encore plus si on le regarde maintenant, à notre époque maintenant, sans se replonger dans cette époque-là. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. Harakiri de Kobayashi. Arrête Thomas, Suji. Mais c'est ça que j'ai trouvé surtout plaisant, c'est en fait je me suis vraiment sentie plongée dans un univers qui n'était absolument pas le mien, qui est un peu l'équivalent de ce que j'ai ressenti quand je suis allée au Japon, genre qu'est-ce que c'est que ça, et il y a pas d'autre choix que d'accepter cette culture et d'essayer de la comprendre à travers ces images-là. Et ça, j'ai trouvé que c'était absolument fantastique à expérimenter cette manière de parler du monde samouraï et de cette époque. Donc ça, plus que tout le reste m'a vraiment marqué. Et je rajouterais juste un point sur le son, où je trouve qu'il y a quand même une grosse importance dans la gestion du son dans ce film. La BO est à peu près la même tout le long, mais on est plongé dans un silence sans que ça tombe dans de l'austérité. Enfin, c'est à la fois, il y a un peu de musique, il y a un peu de son. Ça reste quand même très silencieux globalement, mais il y a pas, pour autant, ce n'est pas lourd. Ça reste très, très porteur, en fait. C'est la musique des émotions. C'est pour ça. Bah oui. Et oui. C'est vrai que l'émotion est quand même très palpable tout du long. Moi, le moment où vraiment j'étais quand même déjà pas mal plongé dedans à ce moment-là, mais le moment où vraiment je me suis dit que le film allait pas me laisser indemne, c'est quand ça a touché à des thématiques que moi j'aime beaucoup, c'est la thématique des amants maudits. Tout ce qui est amant rebelle, amant maudit, Roméo et Juliette, tout ce genre de choses, ça me touche beaucoup. Et surtout quand t'es obligé d'aller au sacrifice pour prouver ton amour. Donc en fait, à partir du moment où il y a la révélation amoureuse, ça m'a vraiment retourné parce que je me dis en fait, cette révélation, c'est aussi une condamnation. À partir de là, tout le monde s'abandonne. On a aussi cette pauvre femme qui a toujours été limitée à son sort, quoi, en se disant de toute façon, voilà, on m'a choisi un mari qui a 30 ans de plus que moi, je dois vivre comme ça, j'ai pas le choix. Et tout à coup, elle se rend compte qu'en réalité, en refusant les codes d'honneur, elle avait une alternative en fait, et qui lui aurait permis d'être heureuse, et elle choisit de vivre cette alternative. À partir de là, moi, j'étais totalement révolté évidemment, et j'étais totalement emballé. Et c'est vrai que la manière dont les émotions sont gérées, tant par le jeu des acteurs que la gestion de la musique et aussi la mise en scène, ça t'embarque et c'est vraiment très puissant, quoi.
Non, en fait, je voulais juste rebondir une dernière fois sur ce qu'a dit Thierry, pareil, en fait, je trouve qu'on est complètement, en fait, en prise avec cette histoire de passion interdite par les conventions sociales. C'est toujours ça, hein. Des obstacles qui se mettent sur leur route, ce sont surtout les conventions et la société elle-même. Et ce que je trouve beau dans cette histoire donc d'Amon maudit, c'est que Mizoguchi arrive à la rendre extrêmement vraisemblable, mais parce qu'il prend aussi le temps de construire la révélation que les personnages ont d'eux-mêmes. Elle se découvre aussi elle-même dans cette histoire, dans cette tragédie amoureuse, et l'amour aussi qui se révèle totalement au personnage et qui prend le temps de s'installer et de rendre, je pense, cette histoire pour le coup universelle. Et là, on dépasse le cadre du Japon. Une histoire d'amour universelle. La magie du cinéma, c'est comme on l'aime. Une autre histoire universelle, une histoire européenne cette fois-ci, c'est tout de suite. Sono subito pronta. Buonanotte, Michelle. Ciao. Allora, dove eravamo rimasti? Dove sei stata oggi? Sono stata... Cosa? Che significa dove sei stata oggi? Sono domande da fare a tua madre, queste. Ascoltami bene, Michelle. Noi dovremmo parlare molto seriamente. Non è ammissibile che un bambino che ha tutto nella vita come te sia così scontento, sia sempre così innervosito, come una femminuccia. Con calma ne parleremo. Ciao, Michelle. Dov'è la mamma? Sono qui. Oh, ciao, cara. Come va? Fai presto, sono arrivati gli orange. Vengo subito. Ti devo raccontare quello che mi è successo oggi dagli Antonelli, cose da matti. Stai molto bene così, fai vedere. Benissimo. Europe 51, Europa 51. Je regarde, je me fais pas engueuler par l'italienne que j'ai à la maison, donc ça va, là, ça a l'air d'être bon. Elle va te confiner, tu vas voir. Ça, la prononciation est bonne, c'est bon. Moi, c'est moyen, elle fait bof bof de la main. Bon, bref, on n'aura pas mieux ce soir. Europe 51 de Roberto Rossellini, film italien de 2 heures de 1952, un portrait de l'Italie d'après-guerre, avec en rôle-titre la sublime, la grandiose Ingrid Bergman, dans le rôle d'Irène Gérard, une femme riche qui, suite à la tentative de suicide et à la perte de son fils, va vouloir consacrer sa fortune aux déshérités, aux pauvres, aux démunis. On va la suivre dans sa découverte de cette Italie précaire, prolétaire, et jusqu'à son internement en asile psychiatrique. Une critique dure de la société, un film fort. Je m'adresse à nos militants rouges, à votre fibre patriotique. Non, je déconne. On va arrêter les conneries tout de suite. Au néo-marxiste qui est en nous. Au néo-marxiste qui est en nous. Là, on est carrément... C'est vrai, ça. C'est un drame. Alors, je vous cache pas que c'est un drame. On va avoir un beau paysage de la misère, mais en même temps, c'est l'après-guerre. C'est le portrait de l'Italie dans les années début des années 50, avec donc cette femme riche qui ignore finalement, qui est trop apprêtée, qui est trop accaparée par ses soirées mondaines, qui ignore son fils. Elle va visiter les taudis, les usines avec le travail à la chaîne. Elle va voir les grands travaux monstrueux. On va avoir la maladie, une prostituée avec la tuberculose. On va avoir un fils criminel assassin. La mort. En fait, tout un portrait de la misère. C'est un portrait de la misère lui tout seul. Thierry, comment ça va? Oh putain. Non, c'était pas un genre de... D'accord. Tout ça parce que je tousse, mais j'ai pas la tuberculose. Hein. Alors ça va mieux, ouais. Notre tuberculo qui va mieux, notre tout ça. Ça va, tu vas mieux depuis la semaine dernière. Je suis donc la preuve qu'on en guérit, mais en fait voilà, elle a reçu Ingrid Bergman à la maison, moi je l'ai vue et ça a suffi, tu vois. Comme quoi, finalement, l'anticorps se crée en matant des films avec Bergman. C'est encore un film que j'ai maté en 2 fois, comme Les Amants crucifiés. Mais pareil, à partir du moment où je me suis plongé dedans, c'est devenu beaucoup plus agréable. Moi au début, j'avais vachement de mal avec la manière dont le personnage était décrit. Alors, je sais que c'était fait exprès, que c'était aussi pour critiquer la haute bourgeoisie qui est totalement déconnectée, mais même cette espèce d'ignorance qu'elle avait envers son gosse, je le ressentais pas comme tel. Moi, je voyais un espèce d'enfant roi vers lequel tout est tourné, en fait, même si elle l'ignore pas mal, et ça me dérangeait beaucoup. Et mais sauf qu'après, voilà, justement, on fait une critique en réalité de ça. Donc, à partir du moment où elle se retrouve face à cette réalité et qu'on lui dit, bah, ta petite vie confinée dans ton luxe, c'était pas ça.
ça devient beaucoup plus intéressant. Et là, j'ai capté ce qu'il voulait faire au début. Et du coup, ce personnage vers lequel je m'identifiais pas, vers lequel je me suis dit, je vais absolument pas réussir à m'attacher, est devenu passionnant, quoi. J'ai absolument pas eu la même perception de l'enfant. Au contraire, on le voit, elle s'affaire, elle tourne autour de lui, et le pauvre, il essaye d'attirer son attention, mais elle ne le voit pas. Et pourtant, ils sont dans la même pièce, mais elle fait autre chose. Et il y a un moment, il joue avec une espèce de corde. Moi, ça m'a glacé le sang quand j'ai vu ce plan. Je sais pas vous, David, si ça t'a fait ça. C'est très subtil ce plan-là d'ailleurs. Effectivement, on a l'impression qu'il veut se pendre, quoi. C'est le signe du suicide est déjà là, quoi. Tu sens qu'il est très mal dans sa peau. Moi, il y a une scène aussi qui m'a un petit peu marqué, enfin, avec l'enfant. C'est que même quand il est malade et qu'il a fait sa tentative non, il est malade, je crois, c'est ça. Et il fait qu'il est malade, comme les enfants font mine d'être malades. Alors je sais plus si c'est ce plan-là ou si c'est justement après quand il a fait sa tentative de suicide et qu'il se réveille. Ah. Et là, il y a un moment donné, il l'appelle. Et même encore là, elle est pas encore tout à fait à 100% avec lui. C'est-à-dire que elle parle à je sais plus avec qui d'ailleurs, mais bref, j'ai une très mauvaise mémoire des scènes. Mais et là, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle lui dit « Attends une minute ». Et alors qu'il est, il est pas bien, quoi, les gamins. Elle a toujours pas compris, même après ça, elle avait pas toujours compris le fait qu'il avait besoin d'elle, mais pas besoin de sa situation familiale, on va dire, pas besoin de sa richesse. C'est pas ça qui l'intéressait. Le gamin est complètement perdu. Moi, j'ai trouvé ça très touchant au départ. Oui, d'ailleurs, je disais l'extrait avec la corde, c'est l'extrait qu'on entendait tout à l'heure, d'ailleurs, où elle parle beaucoup et on a l'impression que l'enfant n'est pas là. Oui, avec la scène de résonance de salle de bain qui est assez déplorable, je trouve. Oui, bon. Encore autre chose. Encore une version restaurée, l'ai-je dit. C'est le seul film qui n'a pas été à Cannes, mais qui a remporté le prix international du Festival de Venise en 52. Notre prix international à nous, qui vais-je dire ? Voyons. Voilà, il y a ça, voilà. Je m'attendais à l'aimer beaucoup plus que ça. Le synopsis m'avait vachement attirée et finalement, je me suis retrouvée en fait. J'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment devant, mais je sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je ne suis pas complètement rentrée dedans. Je sais pas si c'est le jeu des acteurs que je trouve relativement froid, leur comportement que je trouve vachement détaché. Je pense que c'est totalement voulu par le réalisateur. Du coup, je pense que à trop vouloir dépeindre quelque chose qui est austère, c'en est devenu austère pour moi aussi. Mais c'est des discours que je trouve un petit peu pas nébuleux. Ils sont assez clairs, mais c'est-à-dire que émotionnellement parlant, il y a pas grand-chose qui s'en dégage finalement. Les mots sont là. Mais l'émotion, moi, j'arrivais pas à être totalement investie. Je compatissais, mais j'arrivais pas totalement à ressentir comme je l'aurais fait, par exemple, comme je l'ai fait avec Les Amants Crucifiés. Mais il y a quand même de bonnes trouvailles. Il y a des choses qui m'ont relativement marqué, comme une scène à l'usine que je trouve être une bonne allégorie de ce que devrait ressentir Irène, Ingrid Bergman après la mort de son fils. On voit des le personnage c'est Irène, des pipelines, oui c'est ça, on voit des pipelines, des presses, des trucs comme ça qui sont gigantesques et on la sent écrasée un petit peu on la sent écrasée par le poids de son deuil, englouti un petit peu par la peine et le bruit aussi qui est assourdissant comme ça, qui doit refléter un petit peu ses pensées qu'elle ne doit même plus entendre tellement elle a envie d'hurler, que ça doit être la cacophonie dans son cerveau, quoi. C'est comme ça que je l'ai pris, j'ai trouvé ça assez bien amené. Après, en dehors de ça, il y a le personnage de l'enfant qui m'a beaucoup touchée, et puis un autre personnage qui est une maman de 5 ou 6 enfants, quelque chose comme ça. Ouais. Qui est assez en avance sur son temps, j'ai envie de dire, et qui m'a bien plu. J'ai même rigolé à certaines de ses phrases. Mais en dehors de ça, j'ai trouvé les personnages un peu trop détachés pour moi. On parle de la charismatique Ingrid Bergman, mais que pense la non moins charismatique Inès ? Ah, justement, moi je trouvais que c'était le point fort du film, à savoir qu'elle est, pour le coup, elle vampirise littéralement l'écran, et tout le récit finalement de cette révélation mystique est construit autour d'elle. Et j'ai trouvé qu'elle arrivait à porter tout le poids du film, de ce qu'il y a à raconter, de ses enjeux,
avec une maestria, moi, qui m'a complètement séduite et qui m'a bouleversée, à savoir que je trouve qu'il y a vraiment une identification qui opère, même si je trouve que cette révélation, qui est en fait une révélation aussi politique en creux, peut paraître un petit peu éloignée, nous, maintenant, de nos considérations sociales, mais je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, d'autant plus que le récit, encore une fois, c'est un récit qui est assez linéaire, qui est plutôt clair, et qui arrive vraiment à construire une sorte de réalisme, mais vraiment lyrique, puisqu'on part vraiment on suit vraiment le film à travers toute cette destinée individuelle qui va rencontrer en effet le peuple, qui va avoir cette révélation-là, prouver que Rossellini ne s'embarrassait pas de plus que la limpidité de son propre esthétique, et j'ai trouvé que ça a marché extrêmement bien, sachant que je suis pas très en général, je suis pas très séduite par le néoréalisme italien. Je trouve ça un peu sec, ce que disait Yassa. Mais les films, la collaboration entre Rossellini et Ingrid Bergman, je trouve qu'elle justement elle opère parce qu'elle apporte avec elle une émotion plus hollywoodienne justement. À ce titre-là, j'ai une question, parce que du coup, moi, c'est le premier film de Rossellini que je voyais avec Bergman, et de toute façon, j'avais jamais vu Ingrid Bergman dans des films italiens. Elle n'a pas joué en italien, elle a été redoublée. En effet, elle est doublée en italien. Ah, du coup, c'est assez dingue parce que ça colle vachement bien en termes de dialogue, en termes d'interaction avec les personnages, alors qu'ils n'ont pas joué dans la même langue. Exactement. Vous êtes sûr de ça? Donc, Ouais. oui, elle est la doublée. synchrone, on le voit. Ouais. C'est J'entends assez des fréquent dans le versions, cinéma justement. italien, dans le cinéma international, comme ça. Ouais. J'ai entendu une version justement où effectivement, par exemple, le portier parle en allemand. Enfin, c'est très bizarre. En fait, il y a plusieurs langues dans ce film-là. De toute façon, à l'époque, les films italiens avaient beaucoup d'acteurs internationaux. Hein. Enfin, il y avait beaucoup de Français qui venaient aussi, et c'était très très. Le redoublage était très fréquent. Et puis là, ils étaient ensemble, à savoir que Rossellini et Bergman, c'était un couple artistique qui en plus avait fait scandale. Donc là, on est vraiment dans une collaboration entre un réalisateur et l'actrice qui est vraiment une muse, quoi. Moi, je trouve qu'elle est vraiment très très bien dirigée. Quand tu dis muse, justement, il y a un côté assez religieux en fait dans la mise en image d'Ingrid Bergman, si on suit bien le propos, hein, en même temps. C'est vraiment une personne qui est touchée un peu par la grâce et par à un moment donné, même si il y a un côté divin. Il y a certains plans où on la voit en gros plan et elle est complètement lumineuse alors qu'elle est pas forcément dans son meilleur état d'esprit au moment dans le rôle, et pourtant elle est très lumineuse. Vraiment, on croirait, je sais pas, Jeanne d'Arc qui a entendu des voix. Enfin, il y a un peu ce côté-là. Et puis, je trouve que le cheminement est vraiment amené à en faire une sorte de sainte, tout simplement. Et enfin, pas révéler ce qui se fait, mais effectivement, je trouve qu'il y a un côté très religieux dans le fait de raconter cette histoire. Et je sais pas si c'était tout à fait volontaire de la part de Rossellini à ce moment-là, mais effectivement, il la met vraiment sur un piédestal. Il la porte complètement pour qu'elle soit sublime, Ingrid Bergman. Pour le coup, si c'était fait exprès de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a fait 3 films avec cette approche religieuse et ce sujet de lutte des classes. Et ce que je voulais dire par rapport à sa grâce, je la trouve plus belle parce qu'elle est relative. C'est qu'elle apparaît dès lors qu'elle découvre enfin, je sais pas si on peut le dire, mais je le dis quand même, sinon tu me couperas, Thomas. Lors de la mort de son enfant, cette chose universelle et que, enfin, toutes les classes peuvent comprendre, fait du haut de sa tour d'ivoire, elle saisit, elle comprend tout le malheur du monde, et en même temps, elle comprend, et c'est directement mis en image quand elle va aider le gamin qui est malade de la famille. C'est cette idée, encore une fois, de sa richesse, de tout comprendre, de tout savoir, et de tout ressentir. C'est une sorte d'empathie qui est montrée et vue comme une sorte de folie. Mais c'est une sorte de réinterprétation de la vie du Christ, en fait, si on regarde bien. Enfin, peut-être pas au tout début, hein, pour le côté riche, tout ça, mais si on regarde bien, tout le parcours qui est après, quand elle découvre qu'effectivement c'est
qu'elle se prend le coup de la perte de son enfant, effectivement elle découvre le bas peuple, elle aide et elle devient vraiment une aide pour ces gens-là, et vraiment un guide finalement. Et elle commence à se créer une sorte de religion un petit peu autour d'elle. Et les puissants à côté de ça, donc ceux qui sont d'avant et ceux qui savent, c'est-à-dire le juge qui, voilà, il y a aussi un avocat, parce qu'il y a un prêtre, tout sort autour de, voilà, tous ces gens-là, c'est un peu les Romains, quoi, qui viennent crucifier Ingrid Bergman sur le, voilà. Il y a tout ce pan-là. C'est vraiment très très religieux ce film, hein, si on regarde bien. Et c'est plus subtil que dans Southland Tales. Pardon. Ah oui, complètement. Après, j'ai trouvé... Ou alors l'autre, c'est perché. Après, j'ai trouvé incroyable aussi, c'est que Rossini savait jouer un peu avec nous. Personnellement, quand j'ai commencé ce film, pendant 10-15 minutes, je m'ennuyais, mais profondément. Et c'était... De ce que je pense, c'est que c'était fait exprès de s'ennuyer devant quelque chose dont on ne peut s'identifier dans des bourgeois égocentriques, et dès lors qu'elle se détache de tout ça, le film devient autre chose, et puis nous montre vraiment un film assez impressionnant et qui rentre beaucoup en résonance avec ce qu'on vit maintenant, le confinement, tout ça aussi dans un sens, la pseudo-folie qu'elle vit, il y a une sorte de confinement de son esprit à ce moment-là, on essaie de la confiner, et c'est bizarre parce que ça suit effectivement la tuberculose de la prostituée, n'est-ce pas ? Et c'est tout à fait en raccord avec le Covid et toutes ces choses-là. Mais j'ai ressenti une sorte de véritable accroche avec ce qu'on vit maintenant. Justement, c'est peut-être parce que nous, on est confinés en ce moment, mais moi, j'ai pas compris sa résignation. J'ai pas compris sa résignation à accepter qu'on l'enferme comme ça dans un hôpital psychiatrique, et que... Parce que... D'un côté, elle se dit qu'elle va pouvoir aider les patientes qui sont internées là-bas, et ce que je peux totalement comprendre. Mais en même temps, ça l'empêche justement d'aller aider ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, mais c'est un peu comme je reviens encore sur le Christ, mais c'est un peu comme le Christ quand il se fait crucifier. Finalement, il y a une sorte de, si tu veux, je sais pas si on peut parler vraiment de la fin du film, c'est bien dommage, mais... Ouais, en gros, ça, c'est le côté sainte un peu qui ressort et qui accepte son sort malgré les épreuves. C'est ça. On peut le rattacher à ça pour simplifier. Ouais. Et c'est comme si, effectivement, elle enclenche un mouvement. Voilà, elle enclenche un mouvement, et c'est aux autres de suivre après. Après ça, je suis pas forcément d'accord. Le message, il est là. Je le trouve comme ça. Je trouve particulièrement qu'en fait, c'est cette sainteté à son niveau, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune prétention, c'est ça, c'est qu'elle ne veut pas, c'est simplement parce qu'elle n'est plus comprise par les siens qu'elle décide de continuer à faire ce qu'elle aime, à faire preuve d'empathie auprès des patientes. Il y a une phrase que j'ai également adorée, qui je pense appuie ça, c'est quand elle dit qu'elle aime les autres à partir du moment où elle a commencé à se détester. Et ça, c'est une phrase qui m'a pas mal marqué dans ce que ça voulait dire. Ça va complètement à l'encontre de ce qui est dit. Mais d'ailleurs, vous-même avant d'aimer les autres. C'est ça. Mais d'ailleurs, je vous aime et vous allez me détester, mais nous devons avancer dans le conducteur. Merci Thomas. Non. Beaucoup, je suis désolé. C'était intéressant. Tout le monde a parlé ou pas? Et Ellie n'a pas parlé. Alors vite fait. Ah, Ellie, il y a plein de trucs à dire. Donc, Ellie va être succès et synthétique comme à son habitude. Exactement, comme toujours. Non, mais de toute façon, tout a été plus ou moins dit. Moi, je veux juste dire que j'aime beaucoup, enfin, le film m'a beaucoup plu, parce qu'il mélange beaucoup de choses que j'aime bien, notamment au début, on montre des bobos qui sont complètement cyniques, enfin, de manière cynique, et moi, j'adore ça. Voilà, moi, je me suis pas ennuyé, hein. J'étais comme un ouf, hein. Voir des bobos qui sont horribles, mais c'est ma vie, hein. Genre, je trouve ça trop bien. Pour Ellie, il faut faire de la télé-réalité, mais avec que des bobos. Ah non, mais vraiment, Quand tu viens manger avec nous, tu prends des pop-corn et tu nous regardes, c'est pour ça. Exactement. Non, mais en fait, je trouve que c'est quelque chose, enfin, c'est assez, moi, ça me fait beaucoup rire, en fait, et je le sentais venir gros comme une maison, le twist avec le gosse, je m'étais pas renseigné avant. Après, toute la partie, justement, elle change complètement de ton, et elle change sa vie. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à mon film préféré de l'année dernière, Une vie cachée de Terrence Malick. Car au final, c'est la même chose, juste, c'est le fond qui change, quoi. Mais le cheminement du personnage elle-même, c'est quelqu'un qui devient un objecteur de conscience au milieu d'une société
d'un microcosme qui a ses valeurs et ses habitudes, et elle va être en mode bah je suis désolé mais non, moi j'ai envie d'aider les gens et m'emmerdez pas, et elle accepte son sort parce qu'elle sait très bien qu'elle est en marge de ce qui se fait autour d'elle, quoi. Et je trouve ça du coup assez puissant. Et normalement c'est le genre de film qui pourrait vite me saouler parce que bah il y a souvent, aujourd'hui surtout, on fait beaucoup de ce genre de film avec des gros violons tout le temps pour montrer la misère. Et là je trouve que pas tant que ça, ou alors la manière dont Rossellini capture l'image de la misère est très pudique et sincère, du coup ça me parle beaucoup. Donc voilà, un grand oui. Un grand oui. Je crois que tout le monde l'a aimé celui-là à peu près. Hein, mais... Non, non, je veux juste dire un truc. Est-ce qu'on peut... Non, attends, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Une phrase. Oui, le prêtre est un con. Voilà, merci. Pour savoir pourquoi elle dit ça, regardez le film. Voilà. Thierry, t'avais parlé ou pas? Bah ouais, mais je voulais ajouter un petit truc, mais bon. Ah. Alors une phrase aussi. Ah non, une phrase c'est peut-être un peu court, mais au pire on voit. Pour moi, Rossellini accuse énormément la société de misogynie, parce que ce que reprochent les puissants, ce que reprochent les magistrats et ce que reproche du coup l'institution qui veut enfermer ce personnage, c'est pas forcément d'être altruiste et c'est pas forcément de vouloir faire le bien autour d'elle, même si tout le monde lui demande pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, parce qu'on trouve pas ça logique. C'est le fait qu'elle ait abandonné le foyer et le fait qu'elle ait abandonné son mari. C'est surtout ça qu'on lui reproche et c'est pour ça qu'on la traite de folle, parce qu'elle refuse de se ficher, c'est ça, de se ficher à son devoir de femme qui est ferme ta gueule et honore ton mari. Et je trouve que c'est très très sympa d'avoir mis cette lecture-là, parce que du coup, il accuse aussi la société italienne de misogynie totale, sachant que c'est une société qui est très machiste, et surtout à cette époque. Voilà, je veux juste ajouter ça. Italienne et peut-être même européenne. Hein, européenne en général, hein, c'est clair. Ouais. Oui, non, bien sûr. En Italie, c'est parce qu'il y a ce cliché qui est très italien. Mais en réalité, non, c'est très européen, et c'est très chrétien au final, même comme façon de penser. C'est femme, honore ton mari, quoi. C'est tout ce que t'as à faire. Voilà. Et alors, je suis juste les femmes à la maison, et ça tombe bien parce que nous allons aller à la maison avec le prochain film. Oui. Ah pardon. Non, je disais, je suis juste un petit peu bête, mais Europe 51, pourquoi ce titre? Alors, j'ai pas, voilà, je suis peut-être un peu parce que le film est sorti en 52, et l'action se passe en 51, juste après la Seconde Guerre mondiale, où on reconstruit, en fait. C'est un portrait, c'est un portrait du pays. C'est le néoréalisme, en fait. C'est exactement le mouvement. Ouais. Parce qu'en fait, c'est l'Europe d'après-guerre, c'est le mouvement néoréaliste italien, pardon, qui consistait simplement à faire des films dans la rue, où on montrait ce qui se passe réellement. Et c'est pour ça que c'est très austère, c'est que c'est la réalité montrée de manière frontale, avec très peu d'artifice. Et du coup, je pense qu'à travers l'Italie, qui était un pays qui avait été pas mal marqué, il a voulu faire un portrait plus général. Ok. Merci de ces explications fort utiles. On quitte l'Europe et on part définitivement pour l'Asie jusqu'à la fin de l'émission. Voilà. আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি, যা পূর্বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলাম তার পায়ে, যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আজ জানি তার মতো মানুষ হয় না। C'est beau, non? Yassa va nous faire une traduction. Merci. Là, c'est les quartiers libres. Chacun a eu le choix dans les films. Donc, une partie de l'équipe a vu celui-là, l'autre partie a vu le film suivant. On parle cette fois-ci de cinéma indien, La Maison et le Monde, de Satyajit Ray, d'après le roman éponyme de Rabindranath Tagore. Un film indien de 1900... Ouais, que vous voulez. C'est un métier, hein, c'est un métier. Un de 1984, un film de 2h12. Qui l'a vu? Donc Thierry, je sais. Moi, je l'ai vu, du coup. Moi aussi. Et moi aussi. Et Inès. Alors, qui peut... Alors, moi, je pourrais vous résumer, mais je ne pourrais pas aller plus loin que le résumé de Mubi, qui nous dit qu'un riche propriétaire terrien convainc son épouse de rompre avec la tradition hindoue et de quitter les quartiers des femmes pour l'envoyer rencontrer l'un de ses meilleurs amis, qui lui est politiquement opposé. Tel le climat politique ambiant, la tension monte lorsqu'elle s'éprend de celui-ci. Bon, ça résume plutôt bien le film en soi. Hein. Ouais. Est-ce que ça danse, comme dans tous les films indiens? Non, mais ça chante un peu. Ah, je m'en vais. Reviens, Marwan, c'est bon, c'est fini. Mais pas de danse, malheureusement. Bah, je disais, en effet, ça s'éloigne un petit peu de la perception qu'on peut avoir du cinéma indien si on est plutôt néophyte.
de ce cinéma-là, qui est quand même la plus grosse industrie mondiale qu'on ait. Et Satyajit Ray, c'est vraiment en fait l'autre courant du cinéma indien qui a émergé, c'est-à-dire justement c'est un cinéma qui s'écarte du film musical et qui va plutôt aller du côté d'un réalisme plus sensible et ancré plutôt dans des décors naturels. Ça vient assez rejoindre la plupart des films qu'on a pu voir dans ce podcast. Donc, il mise sur une sorte de réalisme ancré dans une époque. Parce que, comme tu l'as bien précisé, c'est un contexte très important, c'est 1905. 1905, c'est vraiment la quête indépendantiste de la société indienne et qui est vraiment pris entre deux feux religieux, à savoir la lutte, l'affrontement entre les hindous et les musulmans, qui va vraiment diviser le Bengale en deux factions. Donc, qui servent vraiment de toile de fond à cette histoire, qui est un mélodrame. Donc, c'est un mélodrame politique, encore une fois, je crois. On n'a vu que des films politiques pour ce podcast. Mais tout film est politique. C'est ça, mais là, c'est vraiment explicitement politique, hein. Le contexte prend beaucoup de place dans le film. Et il va même régir, en fait, ce triangle amoureux tragique, encore une fois. Et moi, j'ai été plutôt séduite par ce mélo. Je n'ai vu qu'un film de Satyajit Ray, donc j'ai été curieuse d'en découvrir d'autres. Et moi, j'ai été vraiment charmée par cette caméra qui est extrêmement mobile, qui m'a apparu un peu comme si elle était en train de peindre chaque scène qui défilait, je trouve, dans un déluge de couleurs qui sont pas des couleurs qui vont venir idéaliser les séquences. Au contraire, hein, c'est un film qui est quand même assez âpre, assez pessimiste d'un point de vue politique, même si c'est un film aussi moderne. C'est un mari quand même qui tente aussi d'amener sa femme vers une émancipation sociale et culturelle. Et j'ai été vraiment prise dans ce tourbillon d'émotions. C'est un film, encore une fois, qui est axé sur le désir, voilà, la passion irrésistible entre les personnages. Et j'ai trouvé que le réalisateur arrivait à faire transpirer toutes les séquences d'amour, mais d'une sensualité, moi, qui m'a tout émoustillée. Oui, ça vraiment assez chaud. Émoustillé. Voilà, c'est ça. Marwan, je te sens émoustillé par ce film. Tout pareil pour le coup. Et je pourrais même être un peu dans les extrêmes, dans la mesure où vraiment j'ai été assez impressionné parce que je ne connais pas du tout le cinéma indien. Et je t'avoue qu'à la base, si je l'avais choisi, c'était plus pour t'embêter qu'autre chose. Et c'était un bon choix finalement. Et par rapport à ça, à la manière, à l'histoire qui finalement est assez merveilleuse dans ses couleurs, comme disait Inès, je trouvais vraiment même les couleurs vraiment passionnantes. T'avais vraiment un jeu de culture, une réflexion sur ce qu'était la culture, sur ce qu'était l'ouverture au monde. Même si on utilise des personnages qui ont leur utilité comme le mari progressiste, le politique qui fait ça particulièrement pour être adulé et aimé, et non pas pour ce qu'il dit, et derrière ça une toile de fond qui passionnante qui surgit à travers les paroles des personnages. Vraiment, j'ai été assez impressionné, même par quelques petites techniques à la caméra avec des zooms qui sont assez amusants, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pour vraiment accrocher pour fixer une composition, fixer une image, et non, vraiment, c'est un très beau film, et la musique est aussi merveilleuse. Les chants sont très très beaux. Ellie, je te sens émoustillé également par la beauté des chants. Alors oui, les chants m'ont beaucoup émoustillé, la photographie aussi, et je trouve magnifique, parce que les couleurs sont justement pas, comme disait Inès, pas glamour, mais elles sont très très belles, elles correspondent bien à l'ambiance du film, je trouve, ça crée quelque chose d'assez envoûtant. Pour ma part, par contre, le film, j'ai commencé à beaucoup aimer passer la première demi-heure, je dirais. Je trouve que la première demi-heure a un petit problème de la présentation des personnages. En fait, le film est très lent, il prend son temps d'un point de vue rythme, si on veut, mais je trouve que le film, limite, aurait mérité à durer même plus longtemps encore, pour plus accentuer le contexte politique au cœur de cette intrigue amoureuse, en fait. Parce que je trouve que la première partie est finalement assez... il y a un enchaînement de séquences qui présentent les personnages et le contexte, mais on a du mal à... Enfin, moi, j'avais du mal à m'impliquer complètement dans tout ce délire, cette opposition
de la maison et du monde justement, parce que je ressentais pas trop le monde, la maison pas mal avec les très très belles scènes justement où les moustillations étaient de mise, mais le monde pas tellement malheureusement. Mais sinon après comme Inès et Marwan ont dit, c'est assez virtuose, hein. Enfin c'est assez bluffant. Moi je connaissais pas du tout le cinéma indien non plus. C'était mon premier Satyajit Ray. Moi j'ai voté parce que le réel m'intéresse, et j'ai quand même pas été tant déçu que ça malgré mon petit problème au début du film, quoi. Ça donne envie vraiment de s'intéresser à ce pan du cinéma indien qui est assez différent et qui arrive à brasser beaucoup de thématiques avec une certaine grâce et une subtilité et beaucoup d'émotions finalement. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la première heure, t'avais aussi cette volonté d'expliquer des choses qui ne pouvaient pas être comprises à l'extérieur du pays. Donc il y avait quand même une explication qui était un peu trop longue, mais cette idée de parler du vœu de la femme qui ne doit pas sortir ni se montrer, ces choses qui peut-être sont plus ancrées dans la culture et qui seraient compréhensibles de ces gens-là, et peut-être qu'il avait envie de vraiment d'être compréhensible au maximum de ce qu'était finalement ce progressisme et comment il allait agir sur elle et sur comment elle allait découvrir le monde à son tour en sortant de ses traditions. Ouais, c'est sûr, vu comme ça, c'est pas mal. Mais et c'est juste le fait qu'on voit pas du tout assez le peuple à côté, qui du coup l'enjeu du revirement de la femme, c'est aussi les idées politiques qui sont importantes. Et je trouve qu'on avait peut-être pas il manque un petit point d'accroche pour vraiment être pris dans l'ensemble en fait des intrigues. Mais sinon oui, c'est très très beau sur le progressisme. Justement, on va entendre la voix du peuple, Thierry. Ah non mais t'as pas compris du coup, moi je l'ai pas vu en fait. Ah, tu l'as pas vu, d'accord. Non, okay. je l'ai commencé un peu dans l'après-midi, mais un peu trop tard, et après on s'est appelé, donc du coup je l'ai coupé, voilà, et ensuite je me suis aperçu que j'aurais pas le temps de le finir, donc c'était pas l'occasion de le terminer, donc j'en ai vu une demi-heure en fait. Ça m'a intéressé, j'ai bien aimé l'aspect aussi qui te parle du colonialisme, avec ces personnes qui sont aussi incluses dans la culture anglaise et qui doivent apprendre la langue, qui doivent apprendre des chants anglais, et justement la manière dont le peuple, à partir du moment où commence à y avoir une révolte, il conteste le fait que des personnes puissent encore chanter des chansons anglaises ou quoi que ce soit, mais c'est tout ce que j'en ai vu, quoi. Donc j'ai pas du tout eu le temps de m'impliquer dedans. Donc bon. Le principe de Thierry cette semaine, c'est de voir les films en plusieurs fois. Là, en l'occurrence, j'aurais pu le mater en une seule fois, mais c'est vrai que bon, il y a eu une coupe en plein milieu qui n'était pas forcément que de ma volonté, mais qui était nécessaire. Et derrière, c'est le destin, Thierry. Voilà, c'est le destin, c'est ça. Thierry, oui, j'entendais. Oh là là, il me disait, oh là là, Thomas, je suis tellement déçu de devoir couper ce film. Oh là 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 là. Non, c'est pas. Oui, c'est vrai, d'accord. Non, c'est vrai. J'ai pas non plus accroché comme un gros taré. J'ai bien aimé ce que ça voulait me raconter, mais la manière m'a pas non plus, suffisamment charmé pour passer cette demi-heure, même si après j'aurais pas eu le temps de toute manière. Alors, autant je m'attendais à parler de films indiens des années 80, autant, de la même manière que je ne m'attendais pas à parler de Dwayne Johnson, je ne m'attendais pas à parler animation japonaise. C'est le prochain film. Ghost in the Shell 2, Innocence. The highly anticipated sequel to the film that defined anime. Hyper-realistic robots created for pleasure are in revolt. With the Major gone, can Bateau stop the carnage? J'adore cette voix de bande-annonce américaine. Pour avoir un putain de Gundam Wing là. Hyper-realistic robots created for pleasure. C'est ça. N'empêche que c'est horrible pour le public américain, quoi. Ouais, ça c'est la bande-annonce, ça va. Dans le film après, ça va. Non mais c'est ça, mais t'imagines, ils leur vendent ça comme un énorme film d'action ultra décérébré, et les mecs ils se retrouvent dans Ghost in the Shell, quoi. T'es jamais prêt quand on pense ça. Il y a de l'action, mais c'est pas la majorité du film. Hein. C'est sur du contemplatif japonais. Ouais. Innocence, Ghost in the Shell 2, de Mamoru Oshii, réalisateur déjà de la première adaptation du manga de Masamune Shirow, la musique sublime de Kenji Kawai. Un film japonais de 2004. Lui aussi en sélection officielle à Cannes, dis donc. Une histoire qui se déroule
après Ghost in the Shell, la version de 95, mais qui ne suit pas exactement, qui est indépendante de l'intrigue. On va suivre les aventures de Batou. Non, ce n'est pas Batman, c'est Batou, il s'appelle comme ça. Oh, c'est Batou. C'est son surnom. C'est pas son surnom, il s'appelle comme ça, voilà, une espèce de Schwarzenegger androïde. Peroxydé. Voilà, et qui va enquêter avec son acolyte Togusa sur des androïdes, des gynoïdes même, j'ai lu dans les sous-titres, hein, voilà, donc ce sont des robots pour le plaisir, hein, qui se mettent à tuer les gens, comme ça, assez subitement, et ils vont se lancer dans l'enquête. Pas de Major Motoko Kusanagi, puisqu'elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Désolé pour les gros fans, voilà. Mais a-t-elle vraiment disparu ? Bon, si vous avez vu le premier, vous savez un peu ce qui lui est arrivé. C'est beau, c'est putain de beau, non ? Je sais pas d'autres mots, David. C'est magnifique, enfin, c'est l'animation japonaise dans sa très haute qualité, en tout cas. Que ce soit au niveau visuel, forcément, parce que c'est sublime, enfin, voilà. Et même au niveau narration, en fait. Même si c'est toujours très complexe, hein, les histoires dans Ghost in the Shell, ça va très très loin souvent, mais ça reste, c'est magique, quoi. Enfin, c'est magistral. Mais le graphisme est d'une beauté. On prend plaisir à retomber dans ces films-là qui nous font dire que le dessin animé et l'animation c'est pas que pour les enfants, quoi. Et surtout voilà, le dessin animé japonais à la base ce n'est pas pour les enfants. Ça a été importé comme ça chez nous, mais c'est vraiment pas pour les enfants. Et quand on voit justement quand on entend la bande-annonce américaine qui montre que c'est un truc bien couillu, bien pour les adultes, tu vois, voilà, ça va péter. Oui et non, mais ça montre que c'est un film pour adultes, quoi. Et effectivement, c'est puissant, quoi. C'est très puissant. Les deux, hein, sont très très puissants. Moi, j'aime beaucoup, hein, cette saga. Il y a une série aussi, hein, qui ouais, il y a plein de dérivés. Après, il y a plusieurs séries même. Hein, mais les deux films sont quand même magistraux. C'est des must-have en animation, qu'on est obligé de les avoir vus, ces films-là, je pense. Voilà, oubliez la version honteuse récente, là, avec Scarlett Johansson. Oubliez ça, vous allez vous faire du mal. Trop bien. Oubliez ça. Notre Major Yassa. Au rapport. Écoute, j'ai kiffé, mais à fond. On retrouve toujours cette... J'avais peur un petit peu de perdre de la substance de ce qu'on avait eu dans le premier, comme souvent avec les suites, mais absolument pas. On retrouve ces questionnements qu'on a sur l'humanisme, sur l'humanité des personnes, sur le transhumanisme, parce qu'on est quand même plus ou moins en train d'y aller à petit, moyen ou grand pas. On y avance tout doucement. Et franchement, je ne me suis pas ennuyée à un seul instant. C'était du pur divertissement qui en même temps m'a fait réfléchir, qui en même temps me remettait aussi en question, me remettait mon rapport à la technologie en question. Et c'est exactement les mêmes sensations que j'avais ressenties lorsque j'avais vu le premier Ghost in the Shell. Donc franchement, tout ce que je peux dire, c'est que il faut le voir parce que il fait autant de bien que le premier. Ouais. Tu disais tout à l'heure, oui, au niveau scénaristique, c'est pas forcément une continuité, mais si, enfin, il y a une continuité artistique en tout cas, parce que la musique suit vraiment celle du premier, ça reprend la même. On est dans la même ambiance totale, hein, donc c'est vraiment. Ça reste des films d'ambiance complètement qui font réfléchir, et comme tu disais, effectivement, il y a ça, c'est du grand spectacle, mais derrière, il y a une vraie réflexion sur ce qu'on est, sur ce qu'on va devenir. Et moi je pense, comme je disais, ce sont vraiment des films importants, hein, à regarder, et c'est pas parce que c'est de l'animation que ce n'est pas de qualité, et voilà, moi je suis très film d'animation. Justement, je trouve que c'est parce que c'est de l'animation que le message va peut-être mieux passer. Je sais pas, je balance ça comme ça, hein. Vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, j'ai préféré ce message-là à un film dont on a parlé précédemment, mais déjà c'est pareil. Moi, j'avais très peur de revoir ce film, parce que je l'ai vu à sa sortie en 2004, 2005 peut-être en France. J'avais super peur, je l'ai vu, c'était au Cinoche, au Diagonal à Montpellier, voilà, big up, j'en profite.
c'était beau à tomber, c'était photoréaliste, c'est-à-dire qu'il y avait des ruelles, je crois, j'avais l'impression que c'était tourné dans une ruelle. Non, c'est dessiné, mais c'était tellement beau, il y avait un sens du détail, tout est magnifique, et j'avais peur que ça vieillisse, parce que c'est un film qui a quand même 15 ans là, j'avais peur que ça vieillisse. Et en fait pas tellement, ça a plutôt bien tenu le choc. On voit que maintenant on a dépassé ça, mais c'est encore un film très solide. La fameuse ruelle en question, elle est encore sublime. Et tout est beau. Il y a une DA qui a pleuré, qui a tombé. Le premier Ghost in the Shell était déjà magnifique, mais il était dessiné à la main. C'était un des derniers à être dessiné à la main, même s'il y a eu des intégrations plus tard. Il y a eu la 2.0 qui rajoute de l'image de synthèse, mais qui était sublime, quoi. Je veux dire, quand il y a un bras qui explose avec des diodes de partout, tu fais mon Dieu, c'est beau. Tu as de la peine pour la personne qui a dû dessiner et animer ça. Oui. Ils sont plusieurs, hein, c'est une armée qui dessine. Là, et là, pareil, en image de synthèse, et c'est beau, et c'est foisonnant. Ça t'embarque, il y a des... Bon, la symbolique, on va pas s'amuser à distinguer partout, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus subtil, c'est pas appuyé, j'ai pas une voix off bien lourde qui va m'expliquer tout ce qui se passe. J'ai besoin de rien, il y a des passages, on se contente de passer dans le décor, et le décor est un personnage du film aussi. On voit... il y a un moment, il y a une espèce de défilé, ils arrivent dans une ville gigantesque avec une espèce de cathédrale moderne, et puis il y a un défilé en dessous avec des éléphants, des temples shinto, des mecs déguisés. Qu'est-ce que c'est beau! Et puis c'est important, il y a une scène de boucle, je ne raconte pas où elle est, mais il y a une scène de boucle. À l'époque, j'étais piégé, je me suis senti piégé aussi. Ce film n'a pas vieilli, je suis resté, le charme opère toujours. Ah ouais. Allez le voir, les amis! Voilà. Gros coup de cœur, quoi. Ce n'est pas complètement fini, c'est l'heure des recos, les recommandations. Chacun, vous avez droit à une reco, on est déjà à 2 heures d'enregistrement, donc on va essayer de faire bref. Donc une reco maximum, une reco sur la plateforme, une reco ailleurs, maximum. Et on est bref, s'il vous plaît. Qui veut commencer? Les invités? Inès? Oui, alors c'est exactement ce que je voulais faire, savoir une recommandation déjà sur la plateforme. Il y a un film qui s'appelle Cruel des illusions, qui a été réalisé par Carol Reed. Carol Reed, c'est... Est-ce que tu peux me redire le titre, s'il te plaît? Oui, Cruel des illusions. Merci. Voilà, Truelle, par Carol... Cruel. La désillusion des truelles. C'est sur la maçonnerie. C'est ça. On dirait un titre de film porno. Non, j'ai une connexion j'ai la connexion qui commence à faiblir, c'est pour ça, pardon. Donc, Cruel des illusions. Oui, de Carol Reed, qui est le réalisateur ni plus ni moins du Troisième Homme, qui est considéré comme le plus grand film anglais de l'histoire du cinéma. Il a fait d'autres films et pas moins importants. Et donc, pour résumer très brièvement, c'est un jeune fils d'ambassadeur qui va rester auprès de son majordome, avec qui il s'entend assez bien, et de sa femme, qui travaille aussi dans la maisonnée. Pas de bol, la femme en question meurt de manière accidentelle et le majordome se retrouve accusé donc de ce meurtre. Et le petit, donc ce jeune garçon brillamment interprété, c'est tellement rare que je voudrais le souligner, le jeune acteur est génial, va essayer donc de protéger son majordome en s'enfonçant dans un déluge de mensonges qui sera l'occasion justement de déplier cette fameuse désillusion, donc désillusion de l'enfant face aux adultes qui l'admirent. Donc je le conseille vraiment. Je le précise, c'est Première désillusion. Passionnant. Ouais. Excusez-moi, c'est Première désillusion, pas Cruel. Je peux préciser. Ah oui, pardon, Première. Ouh là là. C'est génial, j'adore. C'est sur Mubi, c'est ça? Ouais, désolé. C'est Première désillusion, c'est sur Mubi et comme moi j'ai le titre anglais en tête puisque je l'ai découvert comme ça à la base, je n'avais pas le titre français. Donc désolé pour la coquille. La deuxième reco. Donc la deuxième reco, c'est lié à Mizoguchi, à savoir qu'il y a un livre extraordinaire de son scénariste, principal collaborateur Yoshikata Yoda, qui a écrit qui est un petit livre qui est chez les Cahiers du cinéma, qui ne coûte pas cher et qui est essentiel. Il s'appelle Souvenir de Mizoguchi, tout simplement. Il relate tous ses souvenirs de tournage, d'écriture de scénario, et qui tourne forcément autour de la personne assez fascinante de Mizoguchi. Je le recommande, c'est vraiment un texte de cinéma qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Il faut savoir ce que c'est déjà que collaborer avec un réalisateur et écrire un scénario, tout simplement. Merci. David? Oui, je suis là, pardon. J'écoutais. As-tu des recos? Alors, je n'ai pas de recos sur Mubi parce que je n'ai pas de
Ah, jolie moto. Je n'ai pas eu le temps de regarder des films parce que je suis en télétravail et j'ai des enfants, donc vous pouvez comprendre la situation. Donc Peppa Pig, très bien. Voilà, alors je vous recommande Choupi et Lolly Rock, hein, attention, c'est des choses nouvelles. Voilà. Non, franchement, j'ai absolument pas le temps. Par contre, je peux vous faire une recommandation qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais qui, je trouve, peut être utile pour des lecteurs. Voilà, si je peux. Je sais pas si je peux. J'ai le droit de faire une recommandation. Voilà. Tout est autorisé. Oui. En ce moment, on est en confinement et il y a les éditeurs certains éditeurs qui proposent des livres gratuits en téléchargement, donc des livres numériques en téléchargement gratuit. Ça s'appelle #confinement lecture. Vous allez sur cette page, il y a une page spécifique. Vous vous abonnez et tous les jours vous recevez 5 livres gratuits de différentes maisons d'édition, dont les Moutons électriques, enfin des éditions qui sont parfois donc c'est pas que des livres qui sont tombés dans le domaine public, quoi. C'est vraiment non, ce sont ce sont vraiment des éditeurs qui se sont regroupés et qui proposent des livres. Alors il y a de tout. Il y a des livres sur le bien-être, il y a des livres sur les huiles essentielles, super. Et il y a des livres un peu plus fantasy et il y a des livres plus polar. Enfin, il y a de tout. Vraiment, c'est à chaque jour, il y a 5 livres proposés qui sont vraiment dans des domaines complètement différents. Donc pour ceux qui aiment la lecture, allez-y. J'y vais. C'est le moment ou jamais. Yassa, avant d'y aller, ta reco. Oui, ma reco, alors elle est pas sur Mubi, c'est en parlant avec mon meilleur ami, donc il me parle de Dark Crystals, la série. Dark Crystal. En faisant Dark Crystal, la série, et en faisant un petit peu mes recherches, je me rends compte qu'il y a un film qui est sorti en 82. Ben oui. Et je le regarde et je tombe amoureuse. C'est-à-dire que vraiment, ça a été un immense coup de cœur. J'ai vraiment eu l'impression de retomber en enfance. J'avais le sentiment de revoir à la fois du Seigneur des Anneaux et à la fois de l'Histoire sans fin. Voilà, c'est une histoire de fantasy relativement classique, avec un artefact et une quête, un personnage principal, des méchants, des gentils, etc. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. La particularité de ce film, c'est que les acteurs sont tous des marionnettes. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont, on leur donne vie en les faisant bouger. Voilà, il y a des personnes qui les incarnent et ça peut rebuter à première vue. C'est peut-être pas forcément pour tout le monde, je peux le concevoir, mais moi ça m'a tout de suite emporté. Et si vous avez vraiment envie que vos enfants par exemple découvrent un petit peu un monde de fantaisie, d'imaginaire, un petit peu féerique aussi, je vous conseille de dark, leur non, pour les petits. Alors ça, c'est pour les petits enfants un peu grands quand même. C'est pour c'est pour initier les enfants à la dark fantasy. Voilà. Absolument, ça c'est peut exactement faire peur, ça. Quand même, hein. Certaines marionnettes sont quand même assez horribles, pas dans le fait qu'elles soient mal faites, mais c'est horrible dans le visuel. Oui, c'est ah ouais. Donc Dark Crystal, c'est des méchants. Dark Crystal, le film culte de fantasy. Frank Oz. Excellente reco. Ouais, Frank Oz, exactement. Ouais. Et profitez-en parce que Frank Oz, c'est un petit peu comme Louis Leterrier qui s'occupe de la série. Eh ben, il a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais les deux ont fait Dark Crystal et bizarrement ils ont réussi. Comme quoi. Hein. Ouais. Comme quoi. Thierry, tiens, tant que t'as la parole. Alors moi justement on parlait de Louis Leterrier, donc j'avais envie de vous conseiller Le Choc des Titans. Non, je déconne. Danny the Dog, Transporteur 1, toujours dans nos cœurs. Bah oui. Ah, on a perdu Thierry. Ah. Mais ça revient tout le temps, ça, non, en fait. Dans chaque émission, il ressort celui-là. Le running gag du transporteur est présent, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est ressorti là. Ah oui, bah attends, Louis Leterrier, ouf. Bon, bref, ta vraie reco. Alors, du coup, moi, c'est deux recos qui sont pas sur Mubi parce que justement, j'avais pas envie de m'embrouiller avec le calendrier et de recommander des trucs qui soit ne seraient plus sur la plateforme quand l'épisode sortira, soit le temps que les gens écoutent, que ça n'y soit plus. Donc, c'est d'autres choses. Alors, où est-ce que vous les trouverez chacun ses petits secrets. C'est deux films très classiques, très cultes que j'ai découvert cette semaine. Donc en soi, j'imagine que beaucoup de gens les ont vus, mais pour ceux qui les ont pas vus, foncez. Le premier, c'est Les Hommes du Président d'Alan J. Pakula, qui est juste incroyable. Le film de scandale repris dans la classe américaine. Hein. Voilà, ouais. Avec Peter et Steven. Mais ça c'est incroyable. Donc c'est l'histoire de la manière dont le Washington Post va faire éclater le scandale du Watergate par le biais d'enquêtes. Et ça te fait penser à énormément de choses. Moi, ça m'a fait penser justement à
surtout à The Post de Spielberg, Pentagon Papers, là, dans la manière dont la caméra est axée constamment dans les bureaux en fait, et c'est un bureau qui prend vie tout du long, et c'est assez fantastique sur ce point-là. Et à la fin de The Post, il y a, si je me souviens bien, une référence explicite. De toute façon, le film entier, la manière dont il est filmé, le film de Spielberg est une référence à ça et à Network. Donc mais oui, il s'en cache absolument pas. Il a voulu faire son homme du président, il l'a très bien fait. Mais celui-là, ouais, c'est vrai que ça te fait relativiser par rapport à plein de trucs genre Spotlight ou plein de films que j'ai beaucoup aimés. Mais quand tu vois les hommes du président et la maestria dans la mise en scène, la manière dont Robert Redford et Dustin Hoffman te tiennent le métrage. Enfin, il y a Jack Warden aussi qui est fantastique. Tout le monde est fantastique là-dedans. Et ça te fait quand même énormément relativiser sur tous les films justement d'enquête et de scandale que tu vois derrière en te disant qui passe après celui-là, quoi. Voilà. Et la deuxième reco, je suis content qu'elle l'ait pas faite et il va dire ah mais non, mais moi aussi je voulais recommander ça, comme la semaine dernière. C'est La Garçonnière de Billy Wilder. Oui. Qui je comprends une fois de plus. Mais oui, moi aussi. Et je comprends aller dans La Garçonnière. Hein. Eh ben, on va aller dans La Garçonnière, tiens. Voilà, dis-toi que jusqu'à hier, La Garçonnière était juste pour moi le nom d'un épisode de South Park. Ah mince, ouais, non, c'est dommage, oui. Voilà, Billy Wilder, je sais toujours pas comment je fais pour pas m'enfiler sa filmographie complète, puisqu'à chaque fois que je vois un de ses films, je suis sur le cul, subjugué, émerveillé par tout ce que je vois. Et là, ça fait pas exception. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Sissy Baxter, qui est un pauvre petit presse-papier des entreprises. Et presse-papier, c'est bien le terme parce qu'il est oppressé dans tous les sens. Et en gros, la seule manière pour lui de s'ériger dans la société, en fait, c'est de proposer. On lui impose, mais il accepte, donc indirectement, il le propose, d'investir généralement son appartement. Donc en fait, quand il y a ses supérieurs qui veulent avoir un petit rendez-vous galant avec une minette et sans forcément que leur femme s'en rende compte, ils appellent Sissy Baxter, ils lui promettent un beau poste, ils lui promettent de parler d'eux à leur patron, enfin de parler de lui à leur patron et de le faire évoluer. Mais par contre, il cède son appartement pour la nuit, il les rince en alcool, il fait en sorte que ce soit beau, qu'il y ait une belle ambiance pour eux. Donc en fait, son appartement, c'est un hôtel de passe et lui, il passe pour un gros salopard qui enchaîne les nanas auprès de ses voisins, alors qu'en réalité, il est jamais dans l'appartement et qu'il est tout gentil, amoureux de la fille de l'ascenseur avec qui il vit une relation très particulière. Et Shirley MacLaine et Jack Lemmon sont fantastiques et je vous le conseille absolument, c'est génial. C'est très drôle, à la fois très cruel, et c'est de la maestria pure, quoi. Ah là là, Billy Wilder, un bon réalisateur. À croire que ce peu, podcast ne s'appellerait pas comme ça par hasard. C'est étrange. C'est ça. Marwan, à toi. Alors pour le coup, je suis désolé, mais je vais pas rentrer Dépêche-toi, je dois utiliser ton appart, il y a quelqu'un qui m'attend. Ok. Non, là pour le coup, je vais même pas rentrer dans les cas, je vais être très rapide et très succinct. C'est une obsession que j'ai depuis un bout de temps, mais qui s'est accrue depuis le confinement. C'est les livres et les jeux vidéo de The Witcher, le sorceleur. Pas la série, oubliez ça. C'est vraiment juste incroyable. Oui, oublions la série. C'est vraiment incroyable de bout en bout. Ça, pour moi, ça arrive presque au niveau des Seigneurs des Anneaux, tant les sujets sont passionnants, traités en plus avec une fibre littéraire assez passionnante. Il y a souvent je trouve des croisements, des citations, des références incrustées qui sont magnifiques et les jeux vidéo sont merveilleux. Le premier il est un peu relou, mais on suit l'histoire d'un sorceleur, d'un tueur de monstres. Je pense que les gens doivent être au courant depuis la série. Gérald de Rive, oui. Gérald de Rive. Et dans les livres en particulier, il doit retrouver Ciri. Donc encore une fois, si vous connaissez la série, c'est ça. Et c'est assez passionnant parce que ça ne va pas là où on penserait voir le sujet suivre. Sapkowski, l'écrivain, arrive toujours à jouer avec les analepses et à proposer à chaque fois des chemins qui n'ont rien à voir. Il va écrire des histoires qui vont s'accrocher à l'intrigue du sorceleur, et qui chaque morceau est totalement écrit avec merveille et avec une réflexion assez grandiose. Donc voilà, les jeux vidéo sont bien. Ça fait référence à des contes polonais aussi, hein. L'auteur est polonais, et ça fait référence aussi à des vieux contes polonais. La table ronde. Non, vraiment, et si vous pouvez le faire, ce serait de lire tous les livres et de jouer aux jeux vidéo. Et là, vraiment, c'est grandiose, c'est virtuose et vous partez pour encore 2 mois de confinement. Et en plus, on est en confinement, on a le temps. Voilà. Pas forcément. Allez, moi je finis en vitesse. Alors sur Netflix, ne regardez pas cette saloperie avec Superman et sans sa moustache. Oh. Par contre, ce que vous pouvez faire sur Netflix, il y a une série documentaire, c'est un doc qui fait le buzz en ce moment et je comprends pourquoi. Je me suis fait ça d'un coup ce week-end avec ma copine. C'est Tiger King.
C'est une série doc sur un 7 épisodes sur les possesseurs de grands fauves aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plus de tigres en cage aux États-Unis que en liberté dans le reste du monde. Et en gros, on va en suivre 3 en particulier. Et un en plus, celui qui a le titre de Tiger King, c'est le plus taré de tous, et tous les 3 sont des tarés, tous les 3 sont des fous, ils ont des histoires incroyables. Si on avait fait une série, si on avait fait une fiction dessus, on l'aurait pas cru, tellement c'est incroyable. C'est par l'équipe qui avait fait le doc sur le Fire Festival. Ça aussi, je recommande d'aller voir le Fire Festival. Voilà, ça fait des trucs bien sur Netflix. Pour une fois que je dis du bien de la plateforme, profitez-en. Et donc c'est dingue. Et il y a des histoires de meurtres prémédités. Il y a des histoires d'escroquerie, de travail au noir, de secte, de culte de la personnalité. C'est dingue. Il y a tellement de trucs qu'on pourrait pas y croire. Alors ça a l'air un peu foutraque, on sait pas trop où ils veulent en venir. Parce que c'est un peu du true crime, un peu où on va essayer d'enquêter sur des cold cases, ce genre de trucs, un peu comme Serial, le podcast, ou ce genre de choses. Donc des fois, ça s'énerve un peu parce que c'est beaucoup de on-dit. Il y a beaucoup d'hypothèses comme ça qui sont balancées, ouais, mais moi je pense qu'elle a tué son mari, par exemple, ce genre de truc, alors qu'il n'y a aucune preuve. Et donc voilà, c'est ça qui est un peu énervant. Mais après, ça dépeint des portraits de personnes tellement tarées, tellement folles. On a le Tiger King qui est un mec qui est complètement fou, ce mec c'est un redneck, il est au fin fond des États-Unis, c'est un redneck excentrique, dresseur de tigres, homosexuel. Ça fait partie du personnage, quoi. Je veux dire, c'est revendiqué. Wow. On a un mec, je crois en Floride ou je sais plus, qui est une sorte de gourou avec son harem autour et c'est plusieurs femmes qui vivent dans les maisons à côté et qui tiennent ensemble en famille entre guillemets leur zoo. On a une espèce de folle qui tient une association de protection des tigres, mais dès qu'elle reproche un truc, elle dit eux ce qu'ils font c'est pas bien, ils les mettent les tigres en cage et puis ils exploitent les gens. Eh ben t'as le plan d'après, elle fait exactement la même chose mais sous couvert d'une association. C'est justifié. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est de la folie. Les Américains sont fous. C'est pas forcément dans le montage, c'est parfois un peu hasardeux, c'est un peu douteux, mais c'est un truc à voir, c'est une curiosité. Voilà. Tu m'as bien convaincu, ça donne vachement envie. Enfin, Ouais. à la fois ça donne pas Moi envie aussi. et ça donne envie aussi. C'est très malsain. Ça donne un assez mauvais portrait des personnes qui sont là. Fait, c'est assez horrifiant parce qu'on se dit ça existe quoi. C'est du doc. Je te dis, si ça aurait été de la fiction, on l'aurait pas cru. Tu sais, quand tu vois ça, tu te demandes toujours, en fait, mais les gens, du coup, qui sont filmés, interviewés et qui font partie de ce délire, est-ce qu'ils ont conscience que ce documentaire est pas fait pour leur donner une bonne image? Je sais pas, mais après, c'est un truc sur 5 ans, c'est une enquête au long cours, enfin, c'est un truc de dingue. Ah, ça a l'air assez fou. On a fait de la reco, c'est l'heure de l'auto-promo. Ellie. T'as pas fait ta reco, Ellie? Ah, merde. Oh. Non, je sens que t'as pas envie que j'en fasse, Thomas, bizarrement. Non, mais si, mais c'est l'heure du challenge Jelly. Saura-t-il se tenir à la seule reco? On t'écoute? On est d'accord? Une movie, une extérieure. C'est ça. Ok. D'ailleurs, Bah, c'est parfait. j'ai pas fait ma reco Mubi, c'est parce que j'ai voulu jouer au petit malin. Il y avait un court-métrage de 8 minutes, dont je voulais parler. Un court-métrage canadien, c'est bien mal appris, ça m'a paru beaucoup plus long. C'était cuté. Le plan le plus long, il faisait 2 secondes. C'était épuisant. Et voilà. Du coup, je n'en parlerai pas. Voilà. Ça m'apprendra. Ellie, à toi. Du coup, sur Mubi, rapidement, on va rester avec Mizoguchi parce qu'il y a L'Intendant Sancho, qui est un film extraordinaire. C'est pareil, on est toujours sur... L'Intendant Sancho, tu nous l'as déjà fait, hein, ça. C'est vrai? Ah oui. C'est le premier film dont tu nous as parlé, de Mizoguchi. Ouais. C'est vrai, ça. Bon, ça je nous fait renouvelle. une reco que tu as perdu. Voilà. On passe à la suivante. C'est pas grave. Et la reco extérieure, qui est aujourd'hui, on est le 8 avril, c'est les 30 ans de Twin Peaks. Oh, donc, il s'agirait de commencer cette merveilleuse série dès maintenant. Voilà. Évidemment. Et puis il y a le temps en ce moment, donc tranquille. Merci à vous, c'était les recos, c'est l'heure de l'auto-promo. Nos invités merveilleux, c'est à vous de nous présenter votre blog ou votre podcast. Inès de Critique Film et Juste Focus. Oui, alors tout simplement, ce sont des webzines. Donc Just Focus est plutôt généraliste et concerne toute l'actualité culturelle. D'ailleurs, le site vient enfin de ressusciter après avoir été en pause depuis assez longtemps. Donc ça va me permettre de réécrire dessus. Et Critique Film, donc comme son nom l'indique assez clairement, donc c'est plutôt là un webzine spécialisé en cinéma et dans lequel j'écris aussi ponctuellement. Voilà. Merci. Et David? Plopcast, le réseau Plopcast, la nébuleuse, le tentaculaire Plopcast qui va dominer le monde. Oui, voilà, sans slant tête. Non, pardon, excusez-moi. Je crée une nouvelle énergie. Non, Plopcast, c'est un réseau de podcasts, qui traite de la pop culture en général.
Donc on a, c'est moi qui le gère, on va dire. Et après il y a plusieurs intervenants. Puis il y a une émission sur le cinéma aussi, voilà, qui s'appelle Plopcorn. Donc rien que le titre vous dit qu'on traite du film très popcorn, n'est-ce pas? C'est voilà, on est des geeks à fond, donc on aime le cinéma geek. Et puis à côté, moi j'anime personnellement une émission qui s'appelle Les Notes de ma vie, qui est une interview. Enfin, il y a plusieurs choses dans Les Notes de ma vie, mais il y a surtout une interview d'une personnalité connue ou inconnue qui me présente 3 ou 4 chansons qui sont liées à des moments forts de sa vie, tout simplement. Donc c'est plutôt une émission intimiste, même dans ses écoutes d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais ça fait plaisir. Seulement 1 million d'auditeurs, c'est vrai que c'est pas beaucoup dans le monde du podcast. Ouais, c'est peu. Voilà. Non, j'en rêve pas d'autant, je vous rassure. Non, mais je prends vraiment plaisir à faire ça, et puis dans ce flux des notes de ma vie, je fais en principe une hebdo. En ce moment c'est très compliqué avec le confinement, je n'y arrive pas, voilà, ça. Tu disais qu'il y avait beaucoup de temps pendant le confinement, ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup de mal à faire. Et puis il y a une émission mensuelle qui est sur la Synthwave qui s'appelle Synth-Esprit. Et voilà, où je m'amuse beaucoup. Et puis il y a d'autres émissions dans Plopcast.fr. Vous irez voir sur le site internet plopcast.fr qui est d'une simplicité. Les liens en description. Exactement, tout simplement. Merci David. Et merci à vous pour l'invitation en fait. Merci Inès. Merci. Je remercie toute l'équipe de Clac Podcast. Donc merci Ellie. Merci. Merci Yassa. Merci Thomas. Merci Marwan. Merci Thomas. Merci Hera. Merci Thomas. C'est l'école des fans, je dis merci à tout le monde. Et bien sûr Thierry évidemment. De rien, c'est un plaisir. Par contre, on n'est pas à jour dans les virements, j'ai besoin de mon chèque parce que moi je veux bien te dire merci de temps en temps, mais là... Oui, en plus là on a dépassé le quota, on est à 2h20 d'enregistrement. Voilà, là, tu m'as dit viens, il y a les heures sup. Ça va durer 22 minutes et tout, et je te passe ton chèque conventionné. Et voilà, et là je sens que je vais encore gueuler après mes heures sup. Non mais c'est Ellie qui est responsable du montage, il en veut toujours plus, que veux-tu, c'est la version longue canoise. Après mes 6 heures de sauce lentille, je veux mes 6 heures de podcast C'est ça. C'était Certains l'aiment à chaud. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur votre application de podcast préférée. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram à Claac Podcast, CLAAC Podcast avec 2 A. Et commenter l'épisode, le noter également sur Apple Podcast ou même sur Podcast Addict. Paraît-il qu'on peut noter maintenant, même s'il paraît-il que c'est connecté à Apple Podcast aussi. Je n'ai rien compris, mais en tout cas, ça existe maintenant. Que voulez-vous, le podcast évolue tellement vite. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle plateforme, une plateforme qui fait l'actu. Donc vous devinerez assez facilement. Voilà. Et si vous savez pas, vous aurez la surprise, tant pis. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. Bisous. Ciao. Bon, par contre, promettez-moi qu'on n'en parlera pas 2h20 de la prochaine. Hein. Non. Mais surtout vu la gueule. Non, parce que là on a parlé de cinéma, donc il n'y aura pas besoin. Bam, le petit Ça commence bien. Allez.